Quel plaisir de vous savoir une fois de plus au rendez-vous sur la télévision nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour, le Bénin démarre aujourd'hui avec cette rubrique qui nous plonge au cœur de l'actualité et des avancées qui caractérisent désormais notre chère patrie. Dans Événements à la une, nous allons à la découverte d'une plateforme EducMaster, une révolution pour le secteur de l'éducation au Bénin. La question du déploiement des enseignants sera également évoquée. Nous parlerons ensuite dans Instant Santé de ces affections-là qui troublent parfois les enfants à la reprise lorsqu'ils consomment certaines nourritures, ou lorsqu'ils sont beaucoup exposés. Et ensuite, nous parlerons de la dématérialisation des services publics. Ce sera avec Ghislaine Adimi dans Bénin en mouvement. Avant tout, voici le premier plateau, le bulletin d'information. Toujours au rendez-vous, ma chère géniale, Fouda Monsi-Agboka, bonjour. Bonjour Jennifer. Comment allez-vous ce matin? Bien, vous-même? Ça va. Je peux vous dire que vous êtes bien jolie. Merci. Bonjour, on va le compliment. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Alors déjà, ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour. On démarre ce bulletin avec une note politique. L'Union progressiste Le Renouveau a reçu à son siège hier matin une délégation de Mouel Bénin conduite par le président du parti. Les responsables des deux différents partis ont échangé dans le cadre des élections générales à venir afin d'aboutir dans les prochains jours à des accords parlementaires, voire même de gouvernance. À la fin de la rencontre, ils se sont prononcés au micro de Victorine Bondé et Bernard Djobri. Vous savez que les tests de notre pays qui régissent les élections ont prévu ce qu'on appelle les accords de coalition parlementaire et les accords de gouvernance. Donc, nous avons été mandatés pour discuter, échanger avec l'ensemble des partis politiques, de voir les possibilités donc de nouer avec ces partis politiques ces différents accords. C'est dans ce cadre que nous avons reçu ce matin Mouel Bénin pour échanger et voir dans quelle mesure nous pourrions aller à un accord de coalition parlementaire et pourquoi pas après à un accord de gouvernance. D'une mise en commun, conformément à la loi, de nos forces pour faire face aux échéances qui viennent, notamment les échéances législatives et l'échéance présidentielle. Donc les discussions sont allées très bien. Les deux partis ont agi comme si c'était attendu et nous avons assez rapidement mis en place un comité bipartite composé de 6 membres, 3 de chaque côté, pour que d'ici dimanche, qu'on ait un projet validé par les deux partis qui sera signé officiellement lundi prochain. Il y avait eu une mini-réunion entre moi et mon frère Jacques Ayadi, sous l'égide du président du parti politique, et tout ce qui nous opposait et qui nous amenait à nous fâcher avait été vidé. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, nous devons nous comporter tous comme des mouvanciers bontés et aller de l'avant. À travers un protocole d'entente, l'UPR et le Bloc républicain ont signé avec les forces Cori pour un Bénin émergent 2 protocoles, l'un portant sur l'accord de coalition parlementaire et l'autre sur l'accord de gouvernance. La cérémonie de signature des différents actes a eu lieu hier après-midi en présence de nos reporters Achida Biomamouan et Jules Akweikou. C'est une cérémonie en 2 temps. D'abord, un protocole d'entente portant accord de gouvernance et accord parlementaire entre les 2 grands blocs de la mouvance, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Conséquence, les 2 formations signataires scellent leur partenariat pour la présidentielle en même temps qu'elles s'offrent l'opportunité de se compléter dans le calcul des suffrages pour l'obtention des sièges au prochain Parlement. Nous voulons aller plus loin pour englober toutes les élections qui viennent et au-delà, partager ensemble la gouvernance de ce pays. Au-delà du texte, du papier que nous allons signer, il y a un esprit. C'est celui d'une ouverture totale, d'une confiance
et d'une loyauté que nous voulons offrir à nos amis et camarades de l'Union progressiste. Et je salue ce mariage. L'Union progressiste se renouveau a toujours été prêt. Elle est l'union, elle est prête, elle est la femme. Et le bloc républicain est si séduisant. L'Union progressiste se renouveau ne peut pas lui refuser son cœur. Deuxième acte de cette rencontre politique majeure, la coalition de la majorité et la force Kori pour un Bénin émergent se donnent la main avec pour principale motivation le combat pour le développement. L'accord tripartite ouvre ainsi la possibilité pour le parti de l'opposition de présenter à la prochaine présidentielle un duo de candidats. Une autre équipe qui va représenter l'opposition. Que ce que nous avons à apporter de plus à ce pays soit relaté et qu'il soit permis au peuple béninois de faire son choix. Nous, l'Union progressiste renouveau et Bloc républicain, nous sommes déterminés à vous combattre, mais nous sommes heureux et dignes de vous combattre. Et nous espérons qu'avec ces accords, vous aurez la force de nous combattre avec tout autant de dignité. Le sens qu'il faut donner à ce partenariat, c'est d'abord que nous sommes les uns et les autres fidèles à notre pays, que nous voulons l'unité, la paix et le développement dans ce pays. Ces accords sont rendus possibles grâce aux dispositions du Code électoral en ses articles 132 et 146. Prochaine étape, déposer ces accords à la Sénat pour la suite du processus électoral. Politique, toujours, le groupe Génération Solidaire pour une alternative plus responsable en 2026 applaudit le choix de Romuald Wadagne pour défendre les couleurs de la mouvance à la prochaine présidentielle. Réunis à Boycon ce week-end, et bien les membres du GSAPR ont réfléchi aux meilleures stratégies pour mieux accompagner le candidat unique des forces soutenant le régime actuel. Pierrette Adam aussi. GSAPR 2026. Waro 2026. Le GSAPR est un groupe de réflexion élargi au plan national, composé de jeunes cadres, d'intellectuels, de femmes engagées ou encore de têtes couronnées préoccupées par la gestion de la chose publique. Au sein de GSAPR, nous sommes convaincus que le développement ne peut s'opérer qu'à travers une meilleure prise en compte des besoins réels des populations, et ceci dans une logique de solidarité et d'action responsable. Nous serions très heureux d'être associés les jours à venir à la mise en œuvre de votre projet de société afin de transformer positivement la vie de tous les Béninois et particulièrement celle des jeunes. Il doit faire plus que talent. Talon vient de prouver sa bonne foi qu'il a toujours promis la jeunesse. Les membres du GSAPR ont lancé des réflexions. Nous avions travaillé à ce que les atouts du candidat qui a été choisi par la mouvance présidentielle, nous puissions démontrer ces atouts qu'il y a. Et ces atouts vont de ses compétences professionnelles et voient aussi de l'expérience qu'il a accumulée auprès du président actuel. Notre mouvement, c'est d'unir les jeunes, de prôner l'unité nationale. Et je pense qu'à travers tout ça, là, les gens comprendront pourquoi nous sommes là. En clair, le GSAPR veut réinventer l'engagement citoyen afin d'identifier et de dégager les nuages sur le parcours de Romuald Wadagne menant vers le défi présidentiel de 2026. Ce 7h se poursuit avec l'Expo universelle Osaka 2025 hors de nos frontières, évidemment. Un rendez-vous mondial au cours duquel le Bénin a fait rayonner sa culture et ses talents. Dans le reportage que vous allez suivre, Herman Rodrigue Amégan nous dévoile ces visages qui ont révélé le Bénin au pays du soleil levant. Regardez. Larry Chouinou, un des ambassadeurs d'une nouvelle vague artistique. Touche à tout, ce jeune béninois explore les frontières invisibles entre le design d'intérieur, l'architecture et la création d'objets. Ses œuvres
présentés avec élégance, sont une invitation à repenser notre environnement. Je ramène au fait les objets iconiques de notre passé. Je les remets au goût du jour en les rafraîchissant par le storytelling, la matérialité de la couleur et en les réadaptant aux usages d'aujourd'hui. Et puis, il y a l'incroyable histoire de King Rundekwenku. Né en France de parents béninois, c'est au Japon qu'il a trouvé sa voie. Là où la terre et le feu se rencontrent pour donner naissance à la céramique. King a d'abord appris des maîtres au pays du soleil levant avant de devenir roi. Et ses œuvres sont un pont entre ses racines et son pays d'adoption. Mon univers, il se compose de l'inspiration, on va dire, du Bénin, la céramique endogène du Bénin, avec l'infusion de la spiritualité animiste béninoise et la spiritualité japonaise. Le Bénin à Osaka, c'est aussi l'audace. L'audace d'une jeunesse créative. Donc c'est une rose. Rosine, c'est ma mère. C'est une béninoise. C'était une grande couturière au Bénin à son époque. Rosine, cette marque qui habille les stars mondiales comme Burna Boy, a installé son concept store exclusif. Bien plus que de la mode, c'est une déclaration de style qui fait dialoguer plusieurs cultures, à l'image de ce t-shirt. Juste ici, vous avez le mont Fuji qui est l'un des symboles emblématiques du Japon. Et en bas, vous avez la porte du non-retour qui fait partie de nos symboles un peu emblématiques. Et le public, lui, ne s'y trompe pas. Chaque jour, le pavillon affiche complet. Les visiteurs repartent émerveillés. Ils sont même prêts à subir les 37 degrés d'Osaka pour écouter une note de douceur. Pepe Oleka, dont la voix flotte comme un voile, sous les cordes du guitariste Fifi Fender. Quand viennent les pépitards, jeunes prodiges du tambour, ils électrisent toujours la foule. Le sol d'Osaka résonne comme un écho lointain du Bénin. Derrière cette effervescence, il y a une vision, un pilotage méticuleux porté par plusieurs mains des acteurs de l'écosystème des arts et de la culture. Pour nous, c'est vraiment important de venir nous positionner face aux autres pays et montrer que nous sommes une destination d'avenir, une destination d'opportunité. De la musique aux arts visuels, de l'artisanat au tourisme mémoriel, le Bénin prouve que sa culture est vivante. À Osaka, le pays est au cœur des conversations, des émotions, de l'imaginaire. Célébration des 25 ans d'existence de l'ONG Eco Bénin. Pour marquer l'événement, la mairie de Nati Tengu a reçu un don de 10 chicanes. Elles vont aider à garantir la sécurité des populations. Une rencontre d'échange a eu lieu avec les partenaires et bénéficiaires des départements de la Takora et de la Donga pour plus d'impact. Ariane Da Silva nous en dit plus. En 25 ans d'existence, Eco Bénin a à son compteur plusieurs initiatives et actions en faveur des communautés. L'ONG intervient dans 7 départements, 30 communes et 230 localités du Bénin. Dans les départements de la Takora et de la Donga, elle s'illustre dans la préservation de l'environnement et le développement de l'écotourisme. Nos interventions ont permis de diffuser près de 20 000 foyers améliorés dans 11 000 ménages des localités de la Takora. Et nos interventions ont permis également de travailler à la promotion de l'écotourisme à travers l'initiative Route des Tatas et à travers le développement du tourisme, de l'écotourisme autour du parc national de la Pandjari, qui sont des patrimoines culturels et naturels de notre pays. Des initiatives renforcées par ce don de chicane à la mairie de Nati Tengu pour garantir la sécurité routière. Vous avez pensé à la population de Nati Tengu que vous voulez mettre à l'abri
des accidents, de tout ce que nous vivons au quotidien. C'est une œuvre salutaire. On a besoin de ça vraiment pour la circulation. Pour marquer son 25e anniversaire, un after-work a réuni divers acteurs locaux et partenaires des départements de l'Atakora et de la Donga. Une rencontre pour faire le bilan et se projeter. Nous avons beaucoup travaillé pour valoriser les sites touristiques. Et je crois que ça a été des premiers de maîtres qui ont beaucoup travaillé. Même les endroits où nous ne savions pas qu'on pouvait avoir les grottes. Je crois que Koubena nous a fait découvrir beaucoup de choses et les rapports sont là aujourd'hui pour montrer que c'est une ONG qui a de l'expertise, qui a beaucoup travaillé, qui a accompagné. Et à travers certaines formations aussi, Koubena a fait beaucoup pour le développement touristique et la préservation de nos environnements. Pour réaffirmer son rôle d'acteur clé dans la préservation de l'environnement et le bien-être des communautés, l'ONG a rendu public son nouveau plan stratégique 2025-2030 intitulé « Nature et communautés résilientes ». Il met l'accent sur des enjeux tels que la résilience, l'écotourisme, les métiers verts et l'autonomie des femmes et des jeunes. Sport à présent, on parle des championnats nationaux de badminton et para-badminton 2025. 2 jours d'intense compétition à Cotonou, plus de 200 athlètes, des finales spectaculaires. Cette édition a aussi été marquée par la signature d'un partenariat avec le Centre culturel chinois et la désignation d'un tout nouvel ambassadeur du badminton sino-béninois, Blaise Adankpo. Clap de fin triomphal pour les championnats nationaux de badminton et para-badminton 2025. Des simples au double, jeunes et seniors, les meilleurs badistes du pays ont livré un spectacle de haut niveau. Sur les 3 cours spécialement aménagés, 200 athlètes se sont affrontés avec rage de vaincre et détermination. En simple homme, Oswald H. Fanodoche a confirmé son statut de patron. Opposé à Carlos Arwangansi, le champion en titre n'a laissé aucune chance à son adversaire. Victoire nette 2-7-0, 21-16, 21-15. Chez les dames, le duel attendu entre Flora Bogbe-Mambou et Gladys Akakpo a tenu ses promesses. Malgré une blessure, Flora s'est battue avec courage, mais c'est Gladys qui s'impose 2-7-0 avant de décrocher également le titre en double mixte aux côtés d'Oswald H. Fano-Doche. Vous montrez que le sport dépasse les barrières. Votre force, votre résilience et votre détermination nous rappellent que le sport est une affaire de cœur et de volonté. Ces championnats ont aussi été marqués par un acte historique, la signature d'une convention de partenariat entre le Centre culturel chinois et la Fédération béninoise de badminton. Une collaboration qui ouvre de nouvelles perspectives pour la promotion et le développement de la discipline. Au-delà, il y a l'appui technique et financier que le Centre culturel chinois, à travers l'ambassade de Chine, apporte pour l'accompagnement des fédérations, mais mieux. Et si vous voyez cette majestueuse salle, c'est grâce à cette coopération que nous avons obtenu cela et nous tenons à remercier c'est le directeur, l'ambassadeur de son excellence, monsieur l'ambassadeur de la République populaire près de la Chine au Bénin, qui nous a véritablement boosté, qui nous a accompagnés à obtenir ces joyaux. Nous sommes très heureux. Je suis arrivée au Bénin l'année dernière et depuis 1 an, dès mon arrivée au Bénin, je voudrais bien avoir une collaboration serrée avec la Fédération béninoise de badminton. La bonne collaboration et le partenariat stratégique entre la Chine et le Bénin qui ont bien poussé le développement de la collaboration dans le domaine culturel. Dans la même dynamique, Oswald H. Fanodoche a été désigné ambassadeur de la promotion sino-béninoise du badminton, symbole fort d'un partenariat sportif en plein essor. Le tennis béninois a vécu de grands moments fin août avec l'édition 2025 de ses championnats nationaux. Plus de 200 participants se sont illustrés à Porto Novo et à Cotonou dans une compétition marquée par l'éclosion de jeunes talents et des finales seniors spectaculaires. On reste avec Blaise Adankpo pour les détails. Du 25 au 30 août 2025, le tennis béninois a vibré au rythme de ses championnats nationaux.
Plus de 200 athlètes venus des 4 coins du pays se sont affrontés sur les cours du stade Charles de Gaulle de Porto Novo et de l'Académie d'Abou à Cotonou. Des plus jeunes aux seniors, toutes les catégories étaient représentées, confirmant le dynamisme grandissant de la discipline au Bénin. Le point d'orgue de cette édition, ce sont bien sûr les finales seniors. Chez les hommes, Pacom Kako a signé une performance mémorable. Vainqueur en 3-7 face à Morgan Sekodo, 6-3, 4-6, 7-6, il décroche un second sacre après celui des 18 ans et moins, remporté face à Précieux Bekoundé. Pacom, c'est un bon joueur. Il était vraiment solide. Il a tout. Il a bien joué. Il a mérité cette victoire. Vraiment, j'ai aimé son tennis. Au troisième set, je sentais les crampes un peu partout, mais je me suis dit, pas toi plus que ça. J'ai eu le courage, la confiance de résister. J'ai fait le maximum de ce que je dois faire pour gagner ce troisième set. Chez les dames, le duel a été tout aussi palpitant. Eleazar Ronfoga s'est imposé face à Pascaline Vitou au terme d'une rencontre âprement disputée, 6-3, 3-6, 7-5. Des finales spectaculaires qui confirment le haut niveau du tennis béninois. Au classement général des ligues, l'Atlantique littoral domine largement avec 9 médailles d'or, 4 d'argent et 8 en bronze. La Takura Donga et l'Ouémé Plateau complètent le podium suivi du Monokufo, du Borgua Libori et du Zoukoline. Dans 6 jours, nous avons des joueurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, qui ont livré de très belles rencontres. Et c'est le lieu pour moi de les féliciter. Et ce qui donne la preuve que les entraîneurs travaillent sur le terrain. Et au nom du président de la Fédération béninoise de tennis, je voudrais sincèrement les remercier. Révélatrice d'une nouvelle génération de talents, l'édition 2025 des championnats nationaux de tennis va rester comme un tournant majeur pour le tennis béninois. Un sport qui, plus que jamais, se donne les moyens de ses ambitions. Une tradition par ici, un instant découverte des marchés ouverts du jour, c'est maintenant. Alors, on espère que ça vous sera utile et à vous aussi pour les emplettes d'aujourd'hui. Forcément, hein, vous savez, à chaque fois que ça passe, j'ai mon petit stylo, je j'ai note remarqué, tout. donc après vous m'inviterez pour le... Il n'y a pas de problème. Allez, merci beaucoup, suite. génial. Bonne suite à vous également. À présent, on place à événement à la une. Ils sont en train de s'installer, Patrick Diossou, Osias Sounouvou et leurs invités. Et oui, c'est eux qui vont me tenir compagnie pour ce premier plateau. Quel plaisir pour moi de les avoir. Je vous le disais, on parle aujourd'hui du déploiement des AME et on parle également d'une plateforme intéressante qui révolutionne un peu les choses dans le secteur de l'éducation. Il s'agit de EducMaster. Bonjour Osias. Bonjour, ravi de vous retrouver ici avec nos téléspectateurs pour cette belle matinée que nous les aidons à démarrer en trombe. Il me charge de vous dire qu'ils aiment beaucoup vos interventions et celles de Patrick également. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Jennifer, Jenny Hassier. Oui, très heureux d'être là. Alors oui, du fer à l'acier, moi je préfère l'acier. Oui. Et chacun avec son invité également. Nous parlons instant politique dans quelques minutes, mais avant, on introduit par événement à la une où on parle d'éducation, Patrick. Oui, on parle d'éducation. Et ce matin, nous revenons encore pour parler de la rentrée, mais d'une autre manière. Et la rentrée, on a déjà évoqué les préparatifs avec les enseignants. Nous allons mettre l'accent maintenant sur les AME. Tout de suite après le jingle. Docteur Abdul Wahadi Bello, bonjour. Bonjour, merci. Oui, alors, comment ça se passe avec les AME? Les AME, il y a eu assez de polémiques autour. Encadrement, redéploiement, et puis cette idée, non, je ne vais pas évoquer cette idée tout de suite. Comment ça s'est passé, le déploiement ou le redéploiement des AME? Oui, il faut avouer qu'il n'y a pas de famille aujourd'hui au Bénin où il n'y a pas de coin où on ne connaît pas le terme AME qui signifie aspirant au métier d'enseignant, oui, qui est
cette appellation qui a fait suite à l'appellation des vacataires qu'on avait dans l'ancien système. C'est un programme qui a commencé dès la rentrée 2018-2019 pour mettre fin à cette façon fantaisiste de choisir des vacataires par les chefs d'établissement. Aujourd'hui, depuis cette année, la première expérimentation a été qu'un test s'organise et qu'il y ait une base de données, c'est-à-dire ceux qui ont eu au moins la moyenne à ce test ont constitué une base de données. Quand on dit une base de données, cela ne veut pas signifier forcément qu'ils sont automatiquement déployés. En fait, c'est comme le thème de soldats réservistes. Oui. Ils sont dans la base et en cas de besoin, ils sont donc appelés pour venir servir au niveau donc, des établissements. Et depuis 4 ans, l'amélioration est que à chaque nouvelle année, il y a une reconduction automatique de ceux qui ont fini l'année précédente et qui ont confirmé leur disponibilité. Ce qui permet systématiquement à tous les établissements publics de disposer des enseignants dans toutes les classes dès les premiers jours. Ce qui n'était pas le cas. On passait 1 mois, 2 mois, voire 3 mois avant de voir les vacataires déployés les mois de décembre et de janvier. Évidemment, ce qui a eu un impact significatif sur les différents résultats des examens. Oui, tout à fait. Alors donc, ceux qui n'avaient pas été enrôlés, ceux qui n'avaient pas eu de classe les années précédentes, petit à petit, on les met à disposition de l'enseignement. Oui, puisque après cette confirmation, une fois que les examens sont déployés, comment ça se passe? 2 semaines après la rentrée, un point est fait sur les nouveaux besoins des établissements. Oui. Il peut arriver qu'un groupe pédagogique soit créé du fait des mouvements des parents qui fait que dans une zone donnée, on est plus de classes, on est plus d'élèves dans une promotion donnée. Si un établissement passe à 70 élèves dans une classe, alors que l'établissement n'avait pas prévu cet effectif, ce nombre, l'établissement est obligé de casser parce que normalement, dans nos classes, on ne devait pas avoir plus de 50 élèves. Donc, et lorsqu'on crée une nouvelle classe, il y a de nouveaux besoins d'enseignants et ces nouvelles expressions de besoins sont faites au niveau donc directement de la plateforme de documentaire, suivi par les directeurs départementaux et on fait le point, puis on déploie à nouveau parmi ceux qui étaient dans la base et qui n'étaient pas encore déployés cette fois-ci. Oui, vous avez... oui, j'aimerais bien comprendre. Hein, quand on suit Monsieur Bello, on se rend compte que désormais la pénurie, c'est désormais du passé au Bénin. On est sûr de ça ou est-ce que ce sont des avancées qui sont enregistrées plus tôt? Non, c'est vrai que c'est vous qui posez les questions, j'aurais envie de vous poser la même question. Il y a quelques années encore, on entendait partout, à la presse partout, qu'il y a pénurie d'enseignants. Vous ne faites plus tellement attention à ça, mais on n'en parle plus. Ce qui veut dire que c'est désormais du passé. Et ce qui se remarque aussi, vous avez vu, beaucoup d'établissements, certains établissements privés ont fermé où certains ont fermé des classes et aujourd'hui, beaucoup de parents ont ramené leurs enfants dans les établissements publics. L'école publique fait foi désormais depuis un certain nombre d'années. Oui, l'école publique fait foi depuis un certain nombre d'années et nous avons fait un tour dans une école publique, dans un établissement scolaire, le CEG Bégamé, pour parler. On était parti avec l'idée qu'il y avait pénurie d'enseignants, surtout en allemand, parce que c'était ce qui était brandi. Mais le directeur du CEG nous a répondu et on suit sa réponse par rapport à cette pénurie entre griffes d'enseignants en allemand et en espagnol. Donc, on va parler de la question des langues étrangères, de l'enseignement des langues étrangères. On est avec le directeur du CEG Bégamé. En ce qui concerne aussi bien l'allemand que l'espagnol, nous n'avons pas de problème particulier. Nous avons des enseignants qualifiés qui font ce travail et qui donnent même le goût à la matière. Si vous prenez la promotion 3e, sur les 7 classes, nous avons 4 dans lesquelles l'allemand est enseigné. En ce qui concerne la 4e, sur les 9 classes, nous avons 4
dans lesquels l'allemand est enseigné et 5 dans lesquels l'espagnol est enseigné. On dirait un duel entre les deux langues. Chaque professeur se bat pour avoir l'effectif le plus confortable. Oui, chaque professeur se bat pour avoir l'effectif le plus confortable. Donc, en allemand et en espagnol, au CEGB Gamay, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi on continue toujours de le dire? Parce que nous, on est allé constater, pour faire le constat, et on était un peu gênés de constater que c'était plutôt le contraire. Il n'y a pas de problème en espagnol ou en allemand, et même les autres matières, le CEGB Gamay est totalement serein pour cette rentrée. Exactement, c'est ce que je disais tantôt. Et c'est vrai qu'au niveau de l'allemand et de l'EPS, nous avons été en déficit, mais il y a eu un dernier test qui a été organisé avant la rentrée dernière et qui a permis d'obtenir un nombre, même s'il n'y a pas couverture totale au niveau du pays, donc de renflouer quand même la base en allemand et en EPS. Et en EPS, tous ceux qui sont dans la base sont déployés, et en allemand également, tous ceux qui sont dans la base sont déployés. Mais si on doit être sincère, on remarquera qu'il y a peut-être quelques classes vraiment très limitées qui ne disposent pas peut-être pas de profs d'allemand, parce que là, il faudrait faire peut-être un nombre d'heures, peut-être les établissements s'arrangent pour faire 1 heure de moins pour pouvoir quand même faire la couverture totale. D'accord, pour faire la couverture totale. Alors, si on fait le bilan par rapport aux aspirants, qu'est-ce qu'il y a à dire au peuple pour que ceux qui sont toujours accros, ceux qui sont toujours à cran, et qui se disent qu'on est en train de maltraiter les AME, qu'est-ce qu'il faut leur servir comme petit déjeuner? Merci. Il faut savoir, l'homme, ce n'est pas aujourd'hui. L'homme est un éternel insatisfait. Il n'y a rien à faire. Et heureusement, c'est ça qui motive dans la vie. Ce qu'on n'a pas obtenu a d'importance. Quand on finit par l'obtenir, on va vers d'autres conquêtes. Et il faut avouer qu'on vient de très loin. De la situation des vacataires, on est passé à une situation des AME payés sur 9 mois. Puis, on est passé à une situation payée sur 10 mois. Si vous suivez l'actualité, il fut un temps, on demandait, la revendication était un paiement 12 mois sur 12. Nous sommes passés, le gouvernement est passé à 11 mois, puis 12 mois sur 12. Donc cela n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, ce que les AME réclament, il faut dire, et ce pourquoi le gouvernement est aussi d'accord, c'est leur reversement, le changement de statut, afin que certainement ils puissent bénéficier de promotions, afin qu'ils puissent aussi passer des concours professionnels, parce que lorsque vous êtes AME, vous ne pouvez pas passer de AME à un conseiller pédagogique, à un inspecteur, vous ne pouvez pas passer le concours professionnel. Donc, ils font ces demandes-là, qui sont des demandes légitimes, ces demandes de la vie. Il faut avouer également qu'au niveau du gouvernement, des pas importants ont été faits et nous sommes dans un processus d'amélioration continue. Ce qu'il faut dire, il faut féliciter et remercier cette catégorie d'enseignants. Parce qu'aujourd'hui, ils constituent le plus gros d'effectifs. Près de 80% des enseignants sont aujourd'hui des AME. Et vous avez vu les différents résultats. S'il n'y avait pas eu l'investissement, s'il n'y avait pas eu la compétence de cette catégorie, s'il n'y avait pas eu le professionnalisme de cette catégorie d'enseignants, nous ne serons pas arrivés aux résultats, aux différents examens nationaux auxquels aujourd'hui le Bénin, que le Bénin a pu aujourd'hui remplir. Donc voilà une catégorie d'enseignants dévoués, une catégorie d'enseignants qui travaillent, mais un gouvernement également avec la réalité, avec les contraintes de gouvernance et qui va progressivement, comme je vous ai fait remarquer, la situation n'a jamais été statique. La situation a évolué et nous savons bien, quand vous regardez les actions de ce gouvernement, quand bien même ça prend du temps, le gouvernement est un gouvernement habitué à faire des choses en grand et en qualité. Moi, je nourris l'espoir que demain, nous reviendrons ici
avec beaucoup plus de sourires au niveau donc de l'association des AES. Beaucoup plus de sourires. Oui, je rappelle que vous êtes responsable d'une école qui forme les inspecteurs. Et le conseil pédagogique. Oui, rappelez-nous le titre. C'est l'école de formation des personnels d'encadrement de l'éducation nationale. En fait, c'est la haute école en matière pédagogique. Oui. C'est cette école qui forme tous les conseils pédagogiques, qui forme tous les inspecteurs pédagogiques, qui sont chargés de l'encadrement pédagogique, qui sont chargés du pilotage du système éducatif, qui sont chargés de la supervision des activités pédagogiques. Sans eux, et l'école ne se porterait pas. Vous avez parlé de pilotage éducatif. Oui. Justement, le système de pilotage éducatif actuellement, c'est l'EducMaster. Oui. l'EducMaster, dont vous êtes un consultant, c'est vous qui étiez dans l'action même pour pouvoir avoir cette plateforme. Oui. On va en parler tout à l'heure. J'ai juste tenté quand même de demander à mes invités sur le plateau, Osias Sounouvou et également son invité, M. Akintola Awali, est-ce que vous avez une connaissance, est-ce que vous avez déjà été au contact de EducMaster? Oui, mais plutôt en tant que parent. D'accord. En tant qu'enseignant, voilà. Et ce que je peux déjà en dire, en matière de fluidité et surtout de qualité, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous déplacez votre enfant d'un établissement à un autre, il y a un suivi très intéressant, très rigoureux qui fait qu'on ne peut pas biaiser le système et donc diminuer la qualité de la formation ou des apprenants qui sortent de nos écoles de formation. J'avais un neveu qui apparaissait dans une école publique. Son père a voulu qu'on l'inscrive dans une école privée, mais dans une classe à laquelle il n'avait pas droit. On a buté. On regarde ses résultats. En effet, il est allé dans cette école privée, mais a buté devant la résistance voilà, parce qu'on lui dit, écoute, donnez le numéro EducMaster, et puis on découvre aisément que l'enfant de l'école dont il venait, n'a pas les aptitudes pour passer en classe supérieure, ce qui n'existait pas par le passé. Vous avez des enfants à qui les parents donnent des coups de pouce avec la complicité de certains établissements et publics et privés. Et donc, au finish, l'enfant va à les examens et ne s'en sort pas parce que sa formation de base n'est pas suffisamment riche, n'est pas suffisamment à la hauteur pour faire face à ces examens-là. Chaque fois, il échouait, mais on le faisait passer en classe... Exactement, en classe supérieure. Donc, voilà déjà... un des profits que moi, en tant que parent d'élève, j'ai tiré de ce système-là, EducMaster. Osias, peut-être, a également une expérience avec EducMaster en tant que parent? Absolument. Quand il s'est agi juste, non seulement à l'inscription dans d'autres établissements où on demandait la traçabilité sur l'historique du parcours scolaire des enfants, EducMaster apportait la réponse magique. Donc là, il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de falsification, de manipulation des documents, des bulletins. C'est tant mieux. Et ensuite, même pour s'inscrire dans les universités étrangères, cela fait foi. Donc, on ne monte pas de blanche par rapport au cursus, au parcours scolaire de l'enfant. On n'a plus à aller chercher des bulletins éventuellement perdus ou traficotés. Donc, c'est à l'honneur du système éducatif. Oui. Avant de revenir pour qu'il puisse nous expliquer tout le système, nous étions justement, avec vos deux témoignages, on était au CG Bégamé et on a vu l'enrôlement, le transfert, comment le directeur lui-même suivait avec la plateforme l'enrôlement des enfants et il nous a fait ce témoignage que nous allons suivre. Avant l'avènement de EducMaster, nous recevons beaucoup de bulletins falsifiés. Nous doutons parfois de la signature de certains directeurs. Les gens parfois s'enferment dans leur maison et confectionnent des cachets de tous les directeurs pratiquement. Donc avec l'avènement d'EducMaster, les bulletins ne sont plus à contester. La plateforme elle-même indique la classe que l'apprenant va faire et la classe que l'apprenant va faire. Donc on n'a plus besoin de doute puisque le transfert du chef d'établissement est déjà certifié par la plateforme. Le transfert est déjà certifié par la plateforme EducMaster. Oui, EducMaster. Oui, moi je vous appelle... fabricant d'EducMaster. Vous n'avez pas voulu endosser ce titre. Comment ça se passe? Comment le mode d'emploi de EducMaster?
Non, j'ai envie déjà de donner 21 sur 20 et vraiment aux interventions parce qu'ils ont vraiment donné le vrai visage de la plateforme EducMaster. Et on ne saurait parler d'EducMaster sans rendre un hommage vibrant à un ministre courageux, qui est le ministre Kapou Maouyon. Oui. Parce qu'il n'aurait pas eu le courage que le Bénin n'aurait jamais bénéficié d'une telle plateforme. Et tout a commencé sous lui et fort heureusement, tous les ministres qui l'ont succédé ont soutenu et ont amélioré donc l'intervention d'EducMaster pour le système éducatif. Et ça va dans le sens, j'allais dire, du bon sens. Du bon sens. De ce qui se déploie comme modernisation de l'administration, de l'offre administrative globale du pays. L'administration intelligente. Oui. Et EducMaster, c'est la preuve aujourd'hui qu'avec un bon outil numérique, on peut passer d'une gestion approximative à une gouvernance éducative éclairée. Et tous les Béninois devraient en être fiers. Oui. C'est un outil révolutionnaire unique. Vous allez, même dans le système français, vous ne trouverez pas un outil englobant où se trouveront toutes les écoles, aussi bien publiques que privées. Chaque école ou chaque académie à son système numérique. Oui. Mais EducMaster, ce n'est pas le cas. L'ingénierie béninoise a amené à mettre tout le monde dans cette grande maison. L'image simple, c'est que c'est une grande maison cour commune. Donc, il y a plusieurs acteurs qui sont dans cette cour commune, chacun vraiment avec ses différents accès. Oui. Il y a les parents d'élèves, il y a les enseignants, il y a donc les administrateurs, il y a le cabinet qui suit donc tout ce qui se passe sur la plateforme. C'est le thème anglo-saxon qui convient mieux à EducMaster. On appelle ça du digital labor. En fait, c'est du travail collaboratif. Et moi, je suis un spécialiste de l'automatisation des systèmes d'information. C'est ce que j'ai appris à faire après une thèse de mathématiques appliquées. Alors, et j'ai travaillé à Orange Labs France Télécom avant de revenir au Bénin, depuis les années 2010. C'est mon domaine. Et je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Amoué Calavi en génie logiciel. Alors, EducMaster, application pratique des maths. Vraiment, évidemment. Alors, donc, quand EducMaster a été fait, c'est de dire qu'est-ce que nous mettons en place pour que ça ne soit pas coûteux à l'État béninois. Et c'est là on parle de travail collaboratif. C'est celui qui détient la data, celui qui détient la donnée, qui met sur la plateforme ces données. Nous étions habitués à une gouvernance centralisée où on quitte de la tête pour aller à la recherche des données et qu'on vient insérer. Mais quand vous allez sur le terrain, vous ne ramenez que les données que les détenteurs vous ont remises. Et vous venez chercher leur intégrité, ce qui causait problème. Aujourd'hui, et ça coûte très cher. Donc, pourquoi EducMaster a coûté moins cher à l'État béninois? C'est ce modèle. Il y a d'autres pays qui ont tenté dans la sous-région ce système. Ça leur a coûté plusieurs milliards sans résultat comme EducMaster. Donc, le chef d'établissement, il est le détenteur des données. C'est ce chef d'établissement qui met en place ces données et qui les contrôle. Et il y a donc des phases de verrouillage. Quand vous importez les moyennes des élèves sur la plateforme, un trimestre, vous ne pouvez pas importer les moyennes après fin janvier. Et une fois les moyens importés, 2 semaines après, vous ne pouvez plus rien modifier. Si vous voulez, s'il y a eu des erreurs en amont, c'est salé. Donc, si c'est salé et que vous voulez corriger, vous devez passer à la direction départementale. Jusqu'à 3 mois. 3 mois après, si la direction départementale n'arrive pas à modifier, vous devez apporter des preuves parce que l'homme peut toujours il peut avoir des erreurs justifiées. Vous justifiez, vous revenez jusqu'à la direction d'information au ministère, donc au cabinet, avec des preuves pour qu'on passe donc à la mise à jour. Donc, voilà comment des données sont mises. Est-ce que la mise à jour, pardon de vous arrêter, peut intervenir au-delà de 3 mois, plusieurs années après, 2 ans après? J'ai eu un cas pratique. Il y a une élève de seconde qui a voulu s'inscrire dans une université étrangère. On a réalisé curieusement, ça a échappé à tout le monde cette erreur, qu'il y a eu une erreur de sommation de ces moyennes. En fait, c'était matériel sur le bulletin, mais ça a échappé à tout le monde. Comment ça, c'est Campus France. Et c'est extraordinaire. Et l'ambassade de France l'a reconnu. L'ambassade de France a eu vent d'EducMaster et l'ambassadeur a écrit au ministère de l'enseignement secondaire
pour avoir un accès sur la plateforme. Parce qu'ils avaient un problème terrible de confirmation des résultats. Nous étions passés pratiquement, comme pour plusieurs pays, à un état voyou au plan pédagogique. Donc, il n'y avait pas confiance. Et avec Éduc-Master, il y a une confiance totale. Et l'ambassade de France le sait. Il n'y a pas un système comme ça offert par un autre pays dans le monde entier pour la vérification des résultats. Il faut féliciter le Bénin. Donc, ce qui fait que quand vous avez vos enfants qui demandent à aller s'inscrire en France pour des études en particulier, vous fournissez vos dossiers et que vous avez trafiqué les bulletins, l'ambassade de France le sait. Ils accèdent, ils regardent sur Éduc-Master, ce n'est pas conforme, le dossier est classé. Mais en cas d'erreur manifeste à ce moment-là, l'établissement amène toutes les preuves à la direction départementale qui fait une certification sur honneur à l'ambassade de France pour dire oui, ceci c'est une erreur notable et nous certifions qu'il y avait erreur, on corrige. Mais si ce n'est pas reconnu, le directeur départemental le dit aussi et la fausse note est confirmée. Oui. Je crois que Jennifer, elle a un petit... Oui, nous avons quelques petites minutes encore. 2 minutes. Oui, parce que le métronome de la séquence. Bon, c'est passé assez vite. Bon, alors, s'il faut faire le résumé de tout cet ensemble, avec Éduc-Master, on est tranquille dans l'éducation nationale au Bénin par rapport aux données, par rapport à tout ce qui est donné, tout ce qui permet la traçabilité du parcours scolaire. Ça fait plus. Vous avez vu les résultats scolaires. Par le passé, on a vu. On a même constaté qu'il y a des parents qui faisaient de faux relevés de CEP. C'est criminel. Pour inscrire leurs enfants en classe de 6e. Aujourd'hui, c'est fini. On a vu des enfants qui étaient en 5e qui tentaient le brevet. Aujourd'hui, vous allez remarquer que le nombre de candidats aux différents examens au Bénin, ce nombre-là a baissé. Ce n'est pas qu'il y a une réduction de candidats, c'est parce qu'il y avait de faux candidats de la 5e en 3e, en 4e qui passaient le BBC et évidemment qui gonflaient l'effectif des participants et le taux donc des échecs. Même chose pour le baccalauréat. Donc ce qui fait qu'on a des vrais candidats et c'est unique dans la sous-région. Vous avez par le passé des enseignants qui sont déployés, même des vacataires ou des AME, dans les premières années et qui étaient dans la direction départementale pour d'autres qui ne faisaient pas leur travail. Donc aujourd'hui, lorsqu'un aspirant est déployé, il doit exécuter au minimum 20 heures. Lorsqu'il n'exécute pas, c'est eux-mêmes qui courent. Dès qu'il a 16 heures, il sait que l'ANPE ne le payera pas, puisque l'ANPE a son interface et il voit le nombre d'heures que l'enseignant a. Il faut avoir au minimum 20 heures pour être payé. Il a 16 heures à Guégamin. C'est lui-même qui va courir vers Séguéa pour voir s'il n'y a pas 4 heures à rattraper, sinon il ne sera pas payé. Donc, tout ceci a amené donc, à ce qui est du sérieux. Et il y a autre chose. Il y a même, si je vais sur la plateforme aujourd'hui, je peux vous dire à 7 heures le nombre d'enseignants qui ne sont pas allés en classe. Parce que le cahier de présence des enseignants a été aussi digitalisé, automatisé sur Éduc-Master. Donc les censeurs renseignent directement les cahiers de présence, ce qui fait que les enseignants courent pour aller. Par le passé également, une petite seconde, vous avez des enseignants qui sont dans le public de 7h à 10h, mais qui acceptent un cours dans un privé de 9h à midi. Comme les emplois du temps sont sur la plateforme, dès que vous avez de 7h à 10h, l'établissement privé ne peut pas vous mettre. Quand il tente de mettre votre emploi du temps sur la plateforme de 9h à 10h, le système détecte qu'entre-temps, vous avez une heure, il y a chevauchement, ce n'est pas possible. Il y a une alerte. Et comme le parent il le dit, ce n'est pas possible dans aucun établissement du nord au sud qu'un enfant redouble une classe et qu'il aille faire la classe supérieure ailleurs. Peu importe, ce n'est pas possible, si bien que tout a été stabilisé dans le système éducatif. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications et on comprend aisément, on comprend mieux toute cette transformation qu'on observe dans certains établissements, surtout publics. Merci beaucoup, Patrick, pour la question qui était vraiment très importante. Alors, vous restez avec nous, hein. On ne va pas vous raccompagner, on passe à la prochaine rubrique. Vous le disiez si bien, des changements sont enclenchés, beaucoup de choses évoluent et avancent considérablement au Bénin. Également, les partis de la mouvance présidentielle ont décidé d'opter pour cette continuité. Ils ont choisi un candidat et nous en parlons sur ce plateau avec Osias Sounouvon. Ce sera dans Instant Politique.
Ozias Sounouvou. Voici venu l'instant politique avec notre invité politique, Dr Akintola Awali. Vous êtes le porte-parole du parti Renaissance Nationale, un parti qui est dans le camp présidentiel et qui soutient bien évidemment la candidature unique du ministre d'État Romuald Wadagne à la présidentielle. Mais on a remarqué dans l'actualité, curieusement, que même si votre parti compte aux yeux du chef de l'État, qui fait des consultations au niveau même de ce qu'on peut appeler en griffe les petits partis au regard de vos résultats électoraux. Bon, tenez, vous avez quand même réalisé la performance en étant jeune parti de 1% aux législatives, un peu plus, hein, 0,2 et 2,17 au communal. J'ai l'impression que vous n'avez pas eu les faveurs du candidat que pourtant dont vous avez applaudi à grands cris, en tout cas avec beaucoup d'enthousiasme, sans rechigner la candidature. Il ne vous a pas rendu visite, il ne vous a pas fait ses civilités. C'est quoi? Il vous boude parce qu'il considère que vous ne comptez pas assez en termes de poids électoral. Dites-nous tout. Merci beaucoup, M. Sonouvou. Bonjour, chers journalistes. Bonjour à tous nos téléspectateurs, au peuple béninois. Déjà que je ne suis pas d'accord avec l'appellation petit parti, parce qu'aux yeux du code électoral, des lois électorales en République du Bénin, ce qualificatif-là n'existe pas. Mais je le concède parce que c'est subjectif et chacun a son avis à donner. Beaucoup d'autres paramètres, en fait, entrent en ligne de compte pour l'appréciation de l'impact dans l'arène politique et publique des actions d'un parti politique. On ne va pas faire de la rhétorique autour de... Bon, vous savez bien ce qu'on vise quand on le dit, c'est en fait... Je le dis, mais c'est raison pour laquelle j'explique, parce qu'un parti politique ne vit pas que pour participer aux élections. Ça va, j'enlève le thème petit, j'ai mis ça en griffe. Merci beaucoup, Ozias. Non, le candidat ne nous boude pas, parce que c'est notre candidat. Nous avons participé aux négociations qui ont porté son choix. Ça, on ne savait pas. Je le dis publiquement, le Parti Renaissance Nationale a activement participé au processus de désignation du candidat Romuald Wadagne. Et ce n'est pas parce qu'il nous boude, le candidat, aussitôt au lendemain de l'annonce publique, a exprimé sa volonté, son désir de rencontrer le Parti Renaissance Nationale. Mais nous avions un souci de calendrier parce que, ne l'oubliez pas, le gouvernement était en congé, voilà, et la présidente du parti a légèrement prolongé son congé pour quelques raisons personnelles. Elle n'était donc pas sur le territoire national. On n'a donc pas voulu faire la cérémonie sans la prêtresse elle-même. La raison pour laquelle on n'a pas encore reçu le candidat, mais dans les quelques heures à venir, si tout va bien, vous serez satisfait. Donc c'est juste une question d'aliment de calendrier. Jennifer a une question pour vous. Oui, parce qu'on en parlait il y a quelques jours sur le plateau avec le parti UPR, où notre invité, l'honorable Diego, nous confiait justement qu'au sein du parti, le président du parti, Joseph Tchiogbenoua, a été le premier à évoquer le nom de Romuald Wadagne. Comment cela s'est passé au sein de votre parti RN? Qui a proposé le candidat. Bon, je n'étais pas dans le secret de ces dieux-là, il apportera certainement la preuve. De votre côté, au sein de votre parti. Ah d'accord, vous parlez des consultations internes. Tout à fait. Au sein de chaque parti politique. Ah d'accord, j'ai pensé que vous parliez des consultations communes à tous les partis politiques, et là je ne pourrais pas confirmer. Au sein du vôtre, comment bien sûr, non, le candidat Romuald Wadagne, pour moi, est un candidat naturel. Déjà que le parti Renaissance Nationale avait déjà depuis longtemps annoncé qu'en tant que parti politique, il ne participera pas à l'élection présidentielle avec un duo de candidats internes au parti. Les raisons sont multiples, nous ne sommes pas techniquement prêts à cela, et il y a également la barrière légale du parrainage. Absolument. Le parti, n'ayant pas de parrainage interne, nous n'avons pas voulu nous aventurer sur le terrain de la négociation des parrainages avec les autres partis politiques. Donc c'était déjà clair. Et nous avons toujours annoncé à chaque fois que l'occasion nous était donnée que nous nous alignerons derrière le candidat de la grande majorité présidentielle. On n'a pas... Donc, c'est bien naturel que nous soyons parmi les premiers à évoquer cette affaire de candidat ou de duo de candidats unique pour la majorité présidentielle, afin de moins fragiliser, en fait, les voix et moins émietter les voix de la mouvance présidentielle. Donc, au sein de notre parti politique, donc, la proposition, naturellement, venait déjà de la tête pour dire, dans nos réflexions, où est-ce que nous allons et quel est le casting
Parce qu'il va falloir à un moment donné quand même qu'on se prononce dans le grand concert. Mais vous n'aviez pas une boule de cristal, vous ne l'aviez pas déjà... Non. Il était peut-être pressenti, mais vous ne l'aviez pas ciblé. Vous avez retenu juste le principe de vous aligner de manière automatique. Romuald Wadagne, au sein de Renaissance Nationale, était le premier dans le starting block. Ouais, le premier dans le starting block. Et vous auriez certainement suivi la déclaration de la présidente aussitôt à la proclamation. Voilà, c'est-à-dire... il était le candidat le mieux à même dans l'équipe de la majorité présidentielle. Aucun autre prétendant n'avait de faveur, de grâce à vos yeux? Non, ils en avaient. Il y avait au moins un autre dans l'équipe présidentielle qui approchait également ce portrait robot-là que nous avons dessiné au sein du parti. Mais vu que les 10 dernières années, ou les 9 dernières années, 10 bientôt, de la gestion de la gouvernance politique en République du Bénin ont été principalement axées sur la réforme. Vous voyez, donc il faut que ce soit forcément quelqu'un qui est l'un des principaux acteurs de cette réforme-là et qui a eu une fonction transversale de toutes ces réformes. Et le mieux indiqué dans l'équipe gouvernementale, c'est le ministre Romuald Wadagne, parce que sa posture l'amenait donc à être dans tous les ministères à la fois d'une manière ou d'une autre. C'est l'argentier national. Donc il était chaque fois au cœur des arbitrages et des orientations sur l'utilisation des ressources. Et n'oubliez pas, en amont de leur mobilisation. Donc quelqu'un qui, à part le président de la République, aurait une vue d'ensemble la plus élargie possible, c'était d'abord Romuald Wadagne. Et si on veut s'assurer aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le thème peut ne pas être apprécié par les uns ou par les autres, mais nous sommes dans un processus de continuation de ce que nous avons amorcé depuis 2016. Donc il est de bon ton que ce soit quelqu'un qui maîtrise bien la machine et les rouages de cette machine-là pour la faire fonctionner jusqu'à ce qu'elle soit davantage plus, pour que son fonctionnement soit davantage plus stable. Et qu'est-ce qui vous rassure justement dans le choix de Romuald Wadagne? L'expertise du candidat. L'expertise dans le domaine de tout ce qui est mobilisation de ressources, création de systèmes, suivi, mais aussi négociation en matière de contact avec tout ce qui est investisseurs étrangers. Ensuite, il y a la jeunesse du candidat qui est un facteur très important pour nous à Renaissance nationale. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux que quelqu'un qui est d'un groupe social donné pour mieux connaître les réalités de ce groupe-là et pour en parler. En République du Bénin, les statistiques, la démographie nous disent que la population béninoise est plus jeune qu'enfants et vieux. Et donc, quelqu'un qui sort de cette tranche-là, de cette catégorie-là, est mieux à même donc d'être sensible à la situation de la plus grande majorité de ces compatriotes. Et d'agir pour maximiser ce qu'on appelle le dividende démographique. Merci beaucoup. Allez. La question quand même derrière celle de Jennifer, ce qui vous laisse croire que c'est le candidat fatal qui va vous permettre de gagner au premier tour, d'où la stratégie de l'unicité, d'une candidature unique. Ce n'est pas un pari un peu fou, un peu risqué quand on sait que, par exemple, il y a possibilité potentiellement d'un deuxième tour. Qu'est-ce qui vous laisse croire qu'il va gagner au premier tour? C'est un pari sur le premier tour banco. En effet. L'unanimité autour du candidat au sein de la majorité présidentielle. C'est l'une des rares fois en République du Bénin, depuis que nous sommes en train d'exercer la démocratie, qu'un camp présidentiel arrive à vous sortir un candidat unique sans qu'il n'y ait des velléités de dissension ou de discorde. Rare fois, mais pas la seule fois. En 2016, je suis d'accord, oui, littéralement le même schéma. Oui. Et je rappelle souvent, justement, à tous vos co-religionnaires qui prêchent le même catéchisme d'une victoire banco au premier tour. Que, attention, il y a eu quand même le syndrome Lionel Zinsou. En effet. La grande différence qu'il y a entre le syndrome Wadagne et le syndrome Lionel Zinsou, comme vous l'avez nommé, c'est qu'il y a eu un processus assez âpre qui a mené à la désignation de Lionel Zinsou comme candidat de la majorité présidentielle à la veille des élections de 2016. Pour le cas de Romuald Wadagne, sur la place publique, combien en avez-vous entendu de ces rapports-là, de discussions intenses, de non-acceptation, de refus de compromis et autres au sein de la grande famille de la majorité présidentielle? Presque pas. Et au lendemain du choix de ce candidat-là, est-ce que vous en avez eu? La grande différence, donc, c'est que dans le cas de Lionel Zinsou, il y avait des velléités qui n'avaient pas encore été gérées. Et la preuve en a été donnée entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2016, où vous voyez tous ceux qui ont investi leur énergie, leur temps, leurs moyens
pour un candidat, en l'espace de 48 heures, on tourné kazakh et puis ils se sont alignés derrière celui qui Il y a aussi une particularité que vous n'avez pas soulignée, souvent vous ne soulignez pas. En fait, il n'y a pas de souci, évoqué, on va en parler. Oui, en fait, c'est carrément un facteur positif, favorable, c'est que même des activistes qui étaient féroces contre la gouvernance talon. En effet, j'en venais là. Je l'ai dit même plusieurs fois sur les plateaux pour dire que au lendemain donc de l'annonce de cette candidature-là, je viens de parler de la majorité présidentielle, donc de ceux qui ont porté leur choix. Œcuménisme. Et là, du coup, vous voyez au lendemain de cette désignation-là que des voix, des leaders d'opinion quand même assez farouches contre la gouvernance du président Patrice Talon qui commencent à justifier, à s'accorder sur le choix de Romuald Wardani comme candidat ou comme bon profil pour conduire la barque après 2026. Et au-delà de ça, vous voyez déjà même des partis politiques qui commencent à se rapprocher davantage de cette grande famille-là de la majorité présidentielle. Donc des partis qui sont dits de l'opposition. Et du coup, tout ceci, cet accueil très large a anesthésié chez vous la possibilité et l'éventualité d'un deuxième tour. Ça ne l'a pas anesthésié, ça a confirmé en fait nos calculs pour le chaos au premier tour. Avez-vous pensé à cette sorte de colère sociale, de revendication sociale, de frustration sociale exprimée et portée d'ailleurs par des critiques de l'opposition la plus dure, les démocrates, par la voix d'un certain Azatasso sur une chaîne internationale qui indique que vous avez parlé de continuité. Justement, il voit dans la continuité de la gouvernance Talon à travers Wardani l'incarnation de ce qu'il considère comme la poursuite d'une politique de misère. C'est normal et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Chaque fois qu'il y a élection présidentielle, vous avez ce discours-là. Les opposants d'avant 2016 ont mené le même discours contre les candidats à venir et puis chacun a trouvé les arguments pour dire que non, si vous faites la continuité, c'est que vous allez davantage souffrir. N'oubliez pas que la fin du deuxième mandat du président Yahi Boni n'était pas une fin de mandat adoubée par la population béninoise. Bien au contraire, sa gouvernance vers la fin a été décriée, même si aujourd'hui on a l'impression qu'il y a un bain de foule chaque fois et comme s'il y avait une certaine nostalgie de la gouvernance de ce temps-là. Mais n'oubliez pas une chose, je vous invite à faire une analyse entre Talon 1 et Talon 2. Même si c'est le même individu, la gouvernance ne sera plus la même. Parce que les variables qui entrent en compte ne sont pas les mêmes. La réalité du pouvoir n'est pas la même. Talon 1, on a connu un gouvernement que nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, qualifié de gouvernement un peu trop austère. De serrage de ceinture. On n'a pas pour autant dénoué. Enfin, aussi, bien sûr que oui, qu'on a dénoué. Voilà, elle dit on a un petit peu relâché. Peut-être. Moi, je peux remarquer parce pour dire que ce n'est plus aussi farouche que ça. C'est le même gouvernement qui d'ailleurs invoque et félicite l'effort fiscal du peuple qui contribue à la mobilisation du financement. Ça a été remarqué et salué aussi par les bailleurs de fonds. Mais en même temps, ça a son côté un peu contrainte sociale. Oui, mais vous savez, au niveau... Je veux dire, amaigrissement de la corbeille... Je le sais, comparativement à une époque où les données semblaient beaucoup plus favorables sur le plan social et autres. Mais vous savez pourquoi est-ce que dans le Talon 2, on a eu l'impression qu'il y a un peu plus d'aisance? C'est parce que les réformes du début ont commencé à porter progressivement leurs... fruits. Regardez le cas des AME qu'on a évoqué tout à l'heure avec docteur. Au début, le cas des AME était beaucoup plus décrié. Aujourd'hui, d'abord, il y avait la crainte et la peur du changement qui est inhérente à toute nature humaine. On veut emmener un nouveau système auquel on n'est pas habitué. Ils étaient payés 9 mois, on est passé à un peu plus. Bien avant ça, la situation des vacataires, elle était pire. Moi, je suis passé par là, par exemple. Donc, on se dit, changer de vacataire en AME, est-ce qu'on n'est pas... Il n'y a pas anguille sous roche. C'est si vous allez sur nos marchés pour faire quelques achats. De toute façon, votre épouse... certainement vous en rendez compte par rapport à la carrière que vous donnez, ça ne suffit pas toujours pour arrondir les fins de mois. On se plaint de la cherté de plus en plus corsée de la vie. Vous êtes sûr qu'avant, Patrice Talon ne parlait pas de cherté de la vie ou de panier de la ménagère qui était maigre? C'est constant, mais quand on est dans l'offre politique, est-ce qu'on peut se permettre de jouer à la cécité par rapport à ce genre de... Et nous ne sommes pas aveugles à cette réalité-là. Vous ne verrez aucun porte-parole, aucun orateur, aucun communicant de l'équipe gouvernementale ou de la majorité présidentielle venir vous dire non, c'est normal, c'est très bien que les gens souffrent. Que répondez-vous à cette soif, cette attente sociale? C'est leur dire ce qui suit. La gouvernance Wardani ne peut pas être en tout point égale et semblable à la gouvernance Talon parce que la gouvernance Talon elle-même n'a pas été dans le temps à tout point de vue à 100% semblable à celle de Talon.
Chaque individu a sa particularité. Et nous avons la chance d'aujourd'hui d'être orientés vers un individu à découvrir. Nous l'avons connu beaucoup plus sur le plan technique. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la découverte d'un Wadagne qui est politique du volet social de l'individu. Et c'est là surtout que le peuple béninois sera surpris parce qu'il y aura beaucoup de témoignages des actions bénévoles, non gouvernementales, non politiques menées par ce candidat-là dans le sens de rendre plus aisé le quotidien des Béninois. Et on n'est pas encore en période de campagne électorale, je l'annonce, mais si, on va y arriver pour découvrir en fait que l'individu n'est pas que le monsieur chiffre, le monsieur calcul. Technocrate. Voilà, ou quand on dit c'est lui, c'est surtout lui là qui doit accroché être au compte Excel. Voilà, et qui fait tout le temps des calculs et qui est en train de vérifier la petite virgule, le petit 1 franc qui est de plus quelque part. Voilà. Et l'autre chose aussi, c'est que le changement, c'est un processus. Et je pense que nous sommes en train aujourd'hui d'amorcer progressivement la période de la récolte. Et ce sera certainement... On l'espère. Vous êtes dans le sérail. Ce sera certainement avec le prochain président de la République. Et moi, je commence déjà par dire qui qu'il soit, que ce soit de la majorité présidentielle ou d'un autre camp, le système en lui-même va commencer déjà à nous obliger à récolter. Parce que la production a commencé à donner. C'est la période de la récolte. Est-ce ça que Talon voulait dire à la fin du défilé quand il disait le meilleur reste à venir? Je suis convaincu que c'est le cas. Le meilleur reste à venir en matière d'espérance satisfaite pour le peuple béninois, mais le meilleur reste à venir par rapport à celui en qui il place sa confiance pour la suite du travail qu'il a amorcé. J'ai l'impression que Jennifer vous encore titiller. Non, pas forcément pour le titiller, je suis juste curieuse parce que en tant que citoyenne, je me pose certaines questions. Vous misez beaucoup sur le candidat Romuald Wadagne, mais est-ce que tout comme moi, avant bien entendu d'écouter Patrick et son invité qui brûle également d'impatience de vous poser certaines questions, est-ce que tout comme moi, vous vous demandez qui est-ce que l'opposition va nous proposer? Est-ce que vous pensez à un profil, pas forcément cité, mais est-ce que vous vous posez la question? Parce que chaque jour, on se dit, est-ce que le choix a été fait? Est-ce que l'opposition nous présente quelqu'un? L'art de la guerre qui s'applique aussi en matière de stratégie politique nous oblige forcément à nous intéresser au profil robot de celui qui sera le potentiel challenger de notre candidat. Connaissez-vous que vous allez peut-être perdre des hommes à une guerre, mais gagner peut-être? Connaissez l'adversaire que vous allez gagner? Probablement la guerre, mais connaissez-vous et connaissez l'adversaire, vous allez certainement gagner la guerre. Pour dire que oui, nous avons un profil robot, mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les défis auxquels seront confrontés cette équipe-là de l'opposition. Et vous aurez remarqué depuis l'annonce de la candidature de Romuald Wadagne que l'opposition peine quand même à pouvoir nous présenter son challenger. Donc les défis ont commencé. Oui, bien sûr, et c'est leur droit le plus absolu. Encore que de façon légale, ils ne sont pas en retard. Vous voyez, mais nous sentons quand même cette grande difficulté. Vous n'êtes pas inquiet qu'ils vous sortent une âme fatale? Non, pas du tout, pas du tout. Quelle que soit l'âme qui sortiront, ce sera juste une piqûre de moustique, comment on appelle, non létale. On attend de voir. Je suis heureuse de vous avoir au plateau parce que vous êtes jeune. Je posais la question également. La jeunesse très enthousiasmée par ce choix. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce que la jeunesse peut espérer? Ce qu'on peut espérer, c'est quelqu'un qui voit les choses comme nous. Quelqu'un qui est beaucoup plus sensible à la condition des jeunes, mais surtout parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez un jeune se débattre, critiquer ou autre, c'est parce qu'il pense surtout à son avenir. Il se dit à quoi ça va ressembler d'ici quelques 5 ans et ainsi de suite. 10 ans, 20 ans. Donc nous nous attendons à ce que ce soit un candidat, nous en sommes d'ailleurs convaincus, parce que cela a beaucoup pesé dans notre choix de ce candidat-là, qu'il soit sensible à notre condition et qu'il prépare l'avenir de cette jeunesse-là sans oublier de faciliter son quotidien déjà aujourd'hui. Donc pour nous, c'est, comme on dit, c'est le beurre, quoi. C'est le beurre. Ouais. D'accord. Ah ben curieusement, on n'a pas parlé. Oui, pardon. Allez-y d'abord. Nous avons encore 2 minutes, malheureusement. Mais vous avez sorti juste le seul, je vais dire, non, c'est pas le joker, c'est le principal. Mais et après son colistier ou sa colistière. Ça vient. On prend tout notre temps. Il y avait eu comme une sorte de ballon d'essai lancé derrière la candidature de Talata. Talata, bon, je me demande qui Vous l'avez rangé à nouveau? Je me demande qui a lancé ce ballon-là. Je ne suis pas auteur du lancement de ce ballon, je ne peux donc pas en répondre. Ce n'est surtout pas nous. On imagine que c'est une stratégie politique dans votre camp. C'est pas nous quand même. Ah ouais, bon, on verra.
En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si Patrick a une question. Non, en fait, moi, je m'interrogeais. Vous savez, quand la candidature a été annoncée, il y a eu aussi cette annonce où des jeunes ont cotisé. Pour payer la caution. La caution. 25 millions, je crois. Oui. Ils ont atteint 30 millions, je crois. Exactement. Oui. Et certains se sont dit, mais c'est quoi ça? Ça ressemble à un genre d'arnaque. Comment on peut lancer ça alors que les partis devaient s'en charger? Qu'est-ce que vous, jeunes, vous en pensez? Oui, les jeunes n'ont pas lancé cette collecte de fonds là pour soutenir la candidature de Romuald Wardani parce que les partis politiques ont annoncé leur incapacité à le faire. Vous voyez? Et rien en République du Bénin n'interdit de le faire. Il faut plutôt lire à travers cette action spontanée là une réponse à votre question de tout à l'heure pour dire, au-delà de tout, candidat Romuald Wardani, tu es jeune et nous voudrions que tu gardes à l'esprit que nous, au-delà de la parole, malgré que nous, jeunes, sommes les plus pauvres entre griffes de la société, nous avons quand même tenu à sortir les maigres ressources que nous avons en poche pour t'accompagner, toi, parce que nous croyons en toi et nous sommes convaincus qu'en tant que notre candidat, tu sauras mieux ce qu'il faut pour nous et pour notre bien. Donc, c'est une matérialisation de ce soutien-là de la jeunesse qu'est cette collecte, ce marathon de collecte de fonds pour soutenir la candidature de Romuald Wardani. Certaines religions évoquaient encore un autre cas. Vous savez, après le départ de David dans la Bible, Roboam devait prendre le pouvoir. Ouais. Et Roboam a invité les sages qui ont dit amorti un peu parce que Salomon. Ouais. Et après le départ de Patrick Salomon, le prêcheur. Oui. Et les sages ont dit Salomon a été dur dans sa gouvernance. Ouais. Et il faut ramollir un peu. Ouais. Et Roboam a vu les jeunes qui lui ont dit à ces sages-là, à tous ceux-là, que mon père a utilisé un bâton, un fouet, pour pouvoir diriger. Moi, j'utilisais un bâton de fer. Wow. Les jeunes qui veulent pousser Wardani, certains religieux sont en train de se dire, est-ce que ça ne va pas peser justement sur lui, il va vouloir il n'aura pas le droit d'échouer. Je vais répondre oui, c'est peut-être une sorte de pas de mise en garde, mais plus de rappel, parce que dans le contexte religieux, le rappel profite aux croyants, dit-on. Mais je pense que si je dois me mettre du côté de votre métaphore tout à l'heure, je dirais que celui qui leur disait qu'il tiendra un bâton de fer, c'est une manière de leur dire, ne pensez pas que les mauvaises actions ou les mauvaises intentions que mon père a su caler, parce que moi je suis peut-être plus jeune, vous aurez plus de latitude pour m'influencer, et bien là je vous avertis. Mais du tic au tac, je vous donne également une autre allégorie dans l'islam politique, lorsque le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a atteint la fin de son séjour. Celui qui a pris le relais après lui, c'est le premier calife de l'islam, Abu Bakr, qui était beaucoup plus connu pour sa tendresse et sa miséricorde, et un peu moins dur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour dire, même si vous pressentez cela pour le peuple béninois, sachez, comme nous l'avons dit en début d'émission, qu'il n'en sera pas ainsi. Certes, pour ce qui est mauvais, il sera plus dur que Patrice Talon. Nous n'allons pas quitter ce plateau quand même sans avoir un petit mot du docteur Bello. Vous avez certainement un avis sur tout ce qui se dit. Et après, nous allons installer le prochain plateau. Non, le plateau est un peu comme vous. Je suis universitaire et technicien. Donc, mais vous êtes avant tout citoyen. Oui, je continue de dire, je suis technicien universitaire. Et il faut que nous ayons un monde où pratiquement chacun est à sa place. Moi, en revenant de la France, ce qui a été déplorable, c'est de voir tout universitaire, tout lettré s'ériger en acteur politique. Et ça, c'est dangereux. D'accord. Donc, on parlera techniquement, voilà, que nous parlerons techniquement. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Osias Sounouvou. À chaque fois, on prend plaisir à suivre la rubrique invité politique. Je vais prendre congé de nos invités, également de Patrick. Le temps d'installer Yasmine Damata et son invité, mais également notre chroniqueuse éducation aux médias. Je parle bien sûr de Marvin, qu'on ne présente plus.
Et les voilà, elles sont en train de s'installer. Yasmine Damata et bien sûr Marvin Aïnadou. Yasmine, bonjour. Bonjour, dis donc, le plateau tout à l'heure, c'était tellement intéressant qu'on n'a pas voulu les laisser partir, mais bon, la politique doit partir pour laisser place. Bon, finalement, ils sont partis. Finalement, ils sont partis. On le faisait depuis quelques jours, l'exercice entre rentrée scolaire et, je dirais, maladie, je vais le dire comme ça. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? C'est vrai, on a parlé de maladies. Il y a plusieurs maladies. Il y a des maladies liées à l'alimentation. Et aujourd'hui, avec un spécialiste un peu plus recentré, je dirais, ou plus concentré, nous aurons des informations sur les rhinites allergiques chez les enfants. Mais avant, je dis bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Pourquoi à chaque fois, je ne sais pas si c'est Osias, à chaque fois l'effet Osias. Oui, j'ai failli vous mettre dans la bouche d'abord téléspectatrice. Oui. Et ce qui est légitime, hein, et ce qui est légitime en tant que femme, on ne va pas s'offusquer. Encore qu'aujourd'hui, sur ce plateau. Merci, c'est ce que je voulais dire. Encore qu'aujourd'hui, il se retrouve seul avec 4 dames sur le plateau. Bonjour chères téléspectatrices, bonjour chers téléspectateurs. Finalement, nous allons passer à ce petit élément qui nous renseigne un peu sur l'état de lieu des maladies dans nos écoles. La rentrée des classes est un moment de joie, mais aussi une période où certaines maladies refont surface chez les élèves. À Cotonou, une étude menée au centre hospitalier universitaire Ubé-Koutoukou-Maga révèle que près de 18% des patients testés en 2003 et 2015 étaient porteurs de parasites intestinaux. Ces infections provoquent diarrhée, fatigue et anémie, autant de facteurs qui nuisent à la réussite scolaire. Les maladies respiratoires sont également préoccupantes. Selon une enquête réalisée auprès d'enfants de Cotonou et publiée par le site de référence en information médicale et paramédicale EM Consult, 36% présentent une rhinite allergique accompagnée de toux spasmodique, tandis que 13% souffrent d'asthme. La poussière et les allergènes en milieu scolaire figurent parmi les principales causes. Enfin, d'après une étude du Centre national de pneumophysiologie de Cotonou, près d'un patient asthmatique sur 5 présente une forme sévère de la maladie. Résultat, absence répétée, baisse de concentration et charges supplémentaires pour les familles. Pour les spécialistes, la prévention passe par le lavage régulier des mains, le contrôle sanitaire des cantines et un suivi médical adapté. Protéger la santé des enfants, c'est aussi leur donner toutes les chances de réussir à l'école. Et pour bien réussir à l'école, c'est d'avoir une bonne santé. Pour avoir une bonne santé, justement dans l'élément, on a remarqué que les enfants souffrent plus de maladies liées à la respiration, d'où notre invité sur ce plateau, médecin ORL, c'est Vanessa Aïssi. Bonjour, comment vous vous portez? Bonjour, Madame Damata, je me porte très bien. Alors, je peux faire une petite confidence? Oui, allez-y. Docteur Vanessa qui me fuit. Depuis combien d'années? Depuis, à chaque fois que je l'invitais. Mais Yasmine, c'était une parenthèse. Yasmine a provoqué le rapport. Ce que je vais dire, c'est qu'en fait, elle est souffrante. Mais elle a dit, bon, j'ai tellement fait de faux bons aux téléspectateurs de Béné TV qu'il est temps que je vienne pour leur expliquer un peu pour la rentrée. Mais on est ravis. Allez, on y va. Alors, dans l'élément, on a remarqué que plus d'enfants développent de pathologies liées à la respiration. Vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi cet état de choses? Merci beaucoup, Madame Damata. Bon, c'est Jennifer Sativi. Madame Jennifer Sativi, Monsieur Sounou, merci pour l'invitation. En ce qui concerne les maladies respiratoires, sur le plan ORL chez les enfants, c'est vrai qu'en début de rentrée, nous avons beaucoup plus d'enfants qui sont soumis donc, aux allergènes. Nous avons les facteurs climatiques. Donc, septembre correspond généralement à la saison des pluies. Nous avons également le fait que les enfants se retrouvent après les longues vacances entre eux, donc la contamination de proche en proche entre les enfants, c'est très rapide, et ça se passe très vite. D'où justement cette recrudescence des maladies respiratoires chez l'enfant. Alors, c'est quoi concrètement les rhinites allergiques? Nous pouvons définir les rhinites allergiques comme étant une inflammation de la muqueuse des voies nasales chez l'enfant. Lorsqu'on est dans le contexte des enfants, oui, tout à fait, lié à une exposition aux allergènes. Et quels sont ces allergènes qu'on peut rencontrer justement dans les écoles? En ce qui concerne le cadre scolaire,
Comme allergènes, nous pouvons avoir les acariens que nous retrouvons dans la poussière. Quand je parle de poussière, on peut retrouver la poussière dans les salles de classe, aussi bien dans la cour également. Nous avons le pollen au niveau des arbres, les acariens, c'est des microbes, hein, c'est des oui, c'est des micro-organismes, c'est ça. Nous avons le pollen au niveau des fleurs, des arbres, dans la cour de récréation et tout ça. Nous avons également des niveaux élevés à la pollution. Mais nous avons également les moisissures dans les milieux humides, dans les salles de classe, parfois, dans les salles de classe, en début d'année, c'est pas réparé, il n'y a pas vraiment une réflexion de la classe, de la peinture, donc les moisissures, ça reste, puisque l'année, pendant les vacances, pendant 2 ou 3 mois, c'est resté fermé. Et quand on reprend, c'est les enfants qui s'occupent de l'entretien. Est-ce que c'est à ce niveau que les enfants ont déjà ces allergènes, ou est-ce qu'ils amènent ça depuis la maison? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, exposition aux allergènes. On peut bien retrouver les allergènes à la maison, comme à l'école. Donc, le tout petit peut ramener son... Il peut être aussi bien exposé à la maison et ramener ça et contaminer les enfants, ses camarades en classe. Alors, on ne peut pas parler de contamination, il s'agit d'allergie. Et l'allergie est propre à chaque personne, est individuelle. Donc, si l'enfant a une susceptibilité à un terrain atopique, oui, facilement, s'il est en contact de l'allergène, donc ce qui déclenche son allergie, oui, il va développer les symptômes d'une rhinite allergique, par exemple. Et quels sont ces signes pour reconnaître qu'un enfant développe une rhinite allergique? Alors, les signes principaux, dans le cas d'une rhinite allergique, nous avons les éternuements en salve, c'est-à-dire, dès que l'enfant est en contact de l'allergène, il va se mettre à éternuer. Nous avons également un écoulement nasal, ce qu'on appelle une rhinorrhée, le nez qui coule. Nous avons également une obstruction nasale, une congestion nasale, donc vous voyez le nez est bouché, l'enfant a du mal à respirer, il aura même tendance à ouvrir la bouche pour mieux respirer. Nous avons également des purites, c'est-à-dire des démangeaisons, grattage. Il va se gratter le nez, il peut même se gratter les yeux, la gorge va gratter, les oreilles, voilà. En dehors de ça, on peut également avoir une toux qui peut être liée à l'écoulement nasal par les voies postérieures qui va l'irriter au niveau de la gorge, également provoquer cette toux. Mais tous ces états, est-ce que les parents peuvent éviter cela à la rentrée, ces 2 premiers mois qui vont démarrer? Est-ce qu'il y a possibilité d'éviter que les enfants tombent dans cette travesse? C'est difficile de dire qu'on va éviter en milieu scolaire puisqu'on n'a pas une surveillance sur les enfants à l'école. C'est vrai. Hein? Par contre, on peut recommander, on donne des conseils pour éviter l'exposition à ces allergènes-là et réduire surtout les crises en cas de contact aux allergènes. Et que faire? Donc déjà, dans la salle de classe, on peut demander aux enfants qui sont susceptibles, parce que ce n'est pas tous les enfants, la nuance est très importante. Par exemple, les enfants qui sont susceptibles, on peut demander d'éviter de les mettre au niveau des premiers bancs. D'accord. Vous avez des salles de classe où les premiers bancs sont directement en contact du tableau. Donc, à chaque fois qu'on nettoie le tableau, l'enfant aura tendance à récupérer toute la poussière de craie et tout ça. On peut demander à mettre l'enfant un peu plus en arrière. D'accord. Vous pouvez également leur mettre des petites protections, des cache-nez dans le sac et demander à ce que si on nettoie le tableau ou lorsqu'on balaie la salle, ils peuvent mettre leur cache-nez ou bavette ou carrément sortir de la classe au moment où on fait le nettoyage. C'est ces petites astuces-là qui les aident au quotidien. Alors moi, je ne sais pas, Yasmine, j'ai toujours pensé que c'était peut-être dû à la fraîcheur ou à la période de pluie. Est-ce que ça également, ça a une influence? Bien sûr. Le climat. Il y a l'humidité, il y a le climat, l'humidité, la pluie, nous avons le pollen au niveau des arbres, des herbes. Donc la fraîcheur, oui, tous ces éléments-là, oui, jouent un rôle important dans le changement des rhinites. Est-ce qu'on peut prendre de l'eau chaude? Je ne sais pas, je parle en tant que totalement profane. Est-ce qu'on peut prendre, on nous recommande du citron, du miel? Est-ce que tout ça peut vraiment soulager l'enfant? Soulager ou prévenir? Prévenir peut-être, mais soulager parfois. En tout cas, en tant que parent, on a recours à toutes ces petites astuces. Au docteur ou à la docteur de nous éclairer, de nous édifier. C'est vrai que nous avons des recettes grand-mère par-ci, par-là, pour renforcer le système immunitaire de l'enfant.
Mais comme je le dis, une fois que l'enfant est en contact de l'allergène, forcément la crise va se déclencher, mais bien évidemment à une intensité diverse. C'est-à-dire pas forcément grave par rapport aux symptômes. Il peut y avoir juste une petite rhinite, le nez peut se boucher. Donc c'est beaucoup plus savoir comment gérer et expliquer aux enfants les attitudes à adopter, le lavage régulier des mains, se tousser ou dans le coude. Tousser, pardon, dans le coude. Ces petites astuces-là pour les aider au quotidien aident énormément. Il paraît que le chiffon pour nettoyer le tableau également, on peut le tremper dans de l'eau avant de nettoyer. C'est également une solution très simple pour éviter d'inhaler de la poussière. Bien sûr. Même pour le balayage dans les salles de classe, on peut arroser. On peut demander de nettoyer directement avec une serpillière mouillée. Ça évite de soulever la poussière. C'est pareil à la maison également. On peut demander à ce qu'on nettoie directement le sol avec des serpillères mouillées. Quand on balaye, ça évite vraiment que la poussière ne monte. Une bonne solution pour les enfants qui vont forcément balayer le matin à la maison. C'est à respecter tout ça. Est-ce que c'est à respecter tout au long de l'année ou est-ce que déjà après 3 mois on se dit la poussière a eu le temps de disparaître Justement, j'en viens, Jennifer, c'est voir avec le docteur. Est-ce qu'il y a de ces enfants, malgré les précautions qu'on prend, il fait toujours de la maladie? Pourquoi? Justement, si on quitte le cadre scolaire, il y a la maison et l'enfant reste à la maison tous les jours. Donc, justement, il y a des précautions qu'il faudrait également prendre à la maison. Donc, c'est pareil. On s'assure que son cadre de vie est le plus propre que possible pour réduire l'accumulation de la poussière. Et quand je dis poussière, ce n'est pas seulement le sol. Nous avons les grillages de fenêtres. Il y a beaucoup de poussière. Nous avons même la moustiquaire. Nous avons la literie. Donc, les draps sont à changer régulièrement. Nous avons régulièrement, c'est quelle fréquence? Chaque jour? Non. On recommande, certaines personnes le font. On recommande déjà qu'au bout de 5-7 jours, vraiment maximum, de changer la literie. Parce que même si le drap paraît propre, il a eu le temps de récupérer la poussière de plusieurs jours. On recommande vraiment de changer la literie souvent. Que vraiment son environnement soit propre. Pareil pour balayer la cour, on peut asperger, mouiller le sol avant de balayer. Et je n'oublie pas, il y a les squames d'animaux également, comme le chien, le chat. Donc pour les enfants qui sont vraiment atopiques, il faut faire attention à tous ces petits détails-là déjà à la maison. Alors pour finir, donnez-nous quelques astuces pour protéger ces enfants contre les allergies rhinites. Alors, je pense que je les ai déjà cités au fur et à mesure. Ok, d'accord. Allons sur le plan où on doit guérir l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Quels sont les remèdes? Tout à l'heure, Jennifer a parlé du citron et de l'eau chaude avec du miel. Ces petites astuces qu'on peut adopter quand l'enfant a déjà les rhinites allergiques ou carrément qui a le nez bouché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut retenir en matière de traitement, c'est très important, la prévention. Et j'insiste là-dessus avant de parler des médicaments. Il faut vraiment éviter l'exposition à ces allergènes-là. Et quand vous constatez que votre enfant est enrhumé, premier réflexe, c'est le lavage du nez. Pour beaucoup de parents, aussi, il y a une option. Oui, c'est aussi une option. Pour éviter peut-être que l'enfant contamine ses collègues, mais ses camarades. Mais c'est très difficile. Les enfants, ils l'enlèvent très vite. C'est rapide. Et ils ne comprennent pas forcément l'utilité. Donc, il faut avoir le réflexe de laver le nez. Pour beaucoup de parents, le lavage du nez se fait uniquement chez les bébés. C'est faux. Vous lavez le nez, vous nettoyez les fosses nasales, les particules de poussière. Déjà, c'est le minimum. Quelle fréquence pour les enfants? Alors, je dirais plusieurs fois par jour. Pourquoi? Nous, adultes, lorsque nous sommes enrhumés, qu'est-ce que nous faisons? On utilise des papiers, mouchoirs pour se soulager. L'enfant ne fait pas ça. Il va garder la morve le plus longtemps que possible. Donc, c'est le même réflexe. Vous lavez le nez, vous le mouchez, vous l'aidez à sortir tout ce qui est sécrétion nasale. Donc, on lave les fosses nasales au moins 3 fois par jour, c'est déjà pas mal. Avec des solutions salées, on ne parle pas souvent de solutions salées. Est-ce que de l'eau avec du sel peut nettoyer le nez ou il faut forcément du sérum salé pour le faire? C'est par rapport à la propreté que nous recommandons de prendre plutôt du sérum salé à la pharmacie. Je pense que c'est beaucoup plus simple dans nos conditions. Il y a un traitement médicamenteux qu'on mettra, mais il faut consulter d'abord votre médecin qui, en fonction du tableau, verra ce qu'il faut recommander à votre enfant en matière de traitement.
Autre conseil pour les parents, parce que tout à l'heure on a parlé des petites mixtures qu'on peut prendre. Est-ce qu'il y a d'autres comme ça que vous recommandez? Le citron et le miel, j'y tiens. Est-ce que parce qu'on dit qu'il faut renforcer l'organisme de l'enfant. Ainsi que la feuille d'eucalyptus. Oui. Il paraît que tous les matins donner ça à l'enfant, ça renforce l'enfant et ça lui évite de rentrer en contact avec. Même quand on rentre en contact avec ses allergènes, il est sûr de ne pas choper une petite rhinite allergique. Pas forcément. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de l'intensité. Donc oui, les recettes grand-mère, oui, ça peut aider à renforcer le système immunitaire de l'enfant. Donc réduire peut-être l'intensité des crises. Oui. Merci beaucoup Yasmine. Merci beaucoup docteur Vanessa. Ici, je rappelle que vous êtes médecin ORL et aussi aux fidèles téléspectateurs, vous avez compris, faites souvent le lavage du nez aux enfants. Ça évite également déjà, ça vous permet de prévenir les maladies, les rhinites allergiques surtout. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Yasmine. Nous avons beaucoup appris. C'était utile pour les parents. Nous sommes encore dans la première semaine de la rentrée scolaire. On va à présent passer à éducation média. On en parlait depuis quelques jours. Distinguer le vrai du faux. Nous avons vu hier qu'il y avait assez de fausses vidéos qui étaient lancées sur les médias. Aujourd'hui, nous allons passer au cas pratique avec Marvin. C'est juste après ceci. Marvin, j'ai l'habitude de dire Marvin Promise. Hier, vous m'avez dit que c'est Promise, n'est-ce pas? Marvin Promise, anglicisé. Et moi, je lui ai donné hier Promise. D'accord. Alors, Marvin, Promise Ainadou, vous êtes rédactrice web SEO. Merci pour ces informations très utiles que nous avons depuis quelques jours. On parlait hier de l'intelligence artificielle qui génère de fausses vidéos. Vous avez promis de revenir avec des cas concrets. On y est. Merci beaucoup, Madame Jennifer. Alors, on va au cas concret. Du 12 au 18 août 2025, les fils d'actualité, ou la file d'actualité de TikTok était submergée par une information assez récurrente qui venait. Une certaine Jessica, autant pour moi, une certaine Jessica qui a été tuée par une orque qu'elle dressait. Donc, sur cette durée-là, l'information venait à chaque fois. Et dans la barre de recherche, Jessica tuée par orque était extrêmement en rouge. Et je tiens à vous préciser quand le nom ou une phrase, une extorsion de phrase est en rouge sur TikTok, ça veut dire qu'elle est fréquemment partagée ou fréquemment vue par TikTok ou par les utilisateurs de TikTok. Donc, nous allons montrer la vidéo en question qui circulait du 12 au 18 août 2025. Ses menstruations, elle devient la proie inattendue de son propre orque. Jessica, soigneuse et dresseuse d'orques chevronnés, partageait depuis des années une relation fusionnelle avec son animal. Une connexion rare, presque inexplicable pour ceux qui n'évoluent pas dans cet univers. Ce jour-là, pourtant, un détail échappa à sa vigilance. L'odeur de ses menstruations, imperceptible pour l'humain, mais extrêmement significative pour un prédateur marin à l'odorat surdéveloppé. En pleine séance d'entraînement, Jessica grimpe sur le museau de l'orque comme elle le faisait si souvent. L'animal la projette dans les airs. Elle exécute alors une figure élégante, une roulade maîtrisée. Mais à l'instant de la réception, au lieu de la recueillir délicatement comme à l'accoutumée, l'orque ouvre brusquement la gueule et referme violemment ses mâchoires dans un craquement sec, lui sectionnant brutalement les jambes. Les cris de Jessica retentissent, tandis que le sang se répand dans le bassin. L'orque avale la partie arrachée. Le public, d'abord figé, pense à une mise en scène, mais l'ambiance bascule très vite dans la panique. Jessica perd une quantité massive de sang et succombe à ses blessures quelques minutes plus tard, au bord du bassin. Le parc est immédiatement fermé. Les images de l'incident auraient été saisies par les autorités, mais selon certaines sources, la vidéo aurait fuité et circulerait désormais sur TikTok. Est-ce que ça a été monté de toutes pièces ou est-ce que ça a été plutôt trafiqué? Je ne comprends pas. Là, ils ont montré, ils sont en train de montrer comment la fameuse Jessica a été dévorée. Si vous regardez bien dans la vidéo, tantôt Jessica c'est une femme, tantôt c'est un homme. Mais l'orque en fait reste la même. Là maintenant en fait, moi j'ai recherché, comme d'habitude je vous ai dit, les informations sur TikTok sont là, il faudrait vérifier si ce sont de vraies informations ou pas. Alors je suis allée sur Google, j'ai tapé Jessica, tuée, orque, 2025. Alors, j'ai vu déjà toutes les vidéos qui ont été publiées sur TikTok et ensuite,
je n'ai pas trouvé d'article qui parlait de ça. Le lendemain, je suis repartie là-dessus. Je vois 20 minutes, un média, je pense quand même certifié, qui parlait du fait que la vidéo qui a été mise en place était une fausse vidéo. J'ai fait maintenant la recherche inversée pour trouver qui était Jessica. Jessica Radfield, elle existe vraiment, mais elle n'a rien à voir avec le domaine de la natation. C'est une artiste musicienne qui vit sa vie. Et les vidéos qui ont été utilisées là ont été des vidéos prises des comptes de personnes qui font de la natation et qui font des domptages avec des orques. Et là, je vais vous montrer une vidéo de TF1 qui quand même démenti, qui quand même affirme que c'était une fausse vidéo avec la complicité de la réalisation. Sur celle-ci, on voit la dresseuse tomber du museau de l'animal. Dans une autre, la jeune femme se retrouve même dans la bouche du cétacé, sauf qu'elles ont été créées de toutes pièces à l'aide de l'intelligence artificielle. Regardez ici, par exemple, vous pouvez voir le public se lever à l'unisson, une erreur typique des contenus générés par IA. Alors, pour éviter ce type d'erreur, certains internautes n'ont pas hésité à se servir sur les comptes de vrais soigneurs. Nous avons retrouvé la femme qui apparaît dans plusieurs vidéos et regardez, toutes les images sont disponibles sur son profil. Elle est bien en vie et travaille dans un parc aquatique, mais pas en Espagne, au Japon, à plus de 12 000 km de là. Cette dresseuse, Jessica Radcliffe, n'existe donc pas. Il n'y a pas eu d'accident. Nous avons interrogé la direction de l'Europarquet, le zoo concerné par la rumeur. Il confirme aucun incident n'a eu lieu cet été. Ce qui n'a pas empêché les internautes de massivement partager cette infox. En seulement 7 jours, les vidéos ont cumulé plus de 90 millions de vues sur TikTok. Alors cette rumeur est donc complètement fausse. Alors comment expliquer le succès de ces images ? Eh bien, c'est peut-être parce que cette histoire est inspirée de faits réels. C'est dans ce même bassin espagnol qu'en 2009, un employé est mort sous le poids de l'animal. Il l'avait attiré au fond de la piscine. Mais ces événements restent largement exceptionnels. Au total, 4 accidents mortels ont été recensés dans ces parcs aquatiques où l'humain côtoie ce grand prédateur depuis plus d'un demi-siècle. Mais moi, je me pose la question, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à se lever, à aller collecter des vidéos et à monter une info de toutes pièces? Je suis curieuse, mais il faut dire qu'ils ont été vraiment futés, n'est-ce pas? Exactement. C'est comme je vous le disais hier, quand on génère une vidéo avec l'intelligence artificielle, ça a un but, soit modifier l'opinion publique ou salir une personne ou créer une rumeur. Mais là, l'objectif derrière cette vidéo, c'est de générer des vues qui sont susceptibles de générer de l'argent. Ça a fait 90 millions de vues en moins de 24 heures. Et si effectivement TikTok paye les créateurs de contenu qui excèdent là-bas des vues, c'est que ces personnes-là ont touché des millions de... Malgré que c'est une fausse information qui est diffusée. C'est une fausse information qui est diffusée, mais TikTok ne va pas dire je vais... C'est ce que vous publiez. Tant que en fait tu cumules des vues et que tu es éligible à la monétisation, tu récoltes de l'argent avec l'information que tu crées. Ça, c'est le côté pervers en fait de ce qu'on peut considérer comme des opportunités d'optimisation des affichages. Merci beaucoup Marvin. Quelque chose à dire pour finir rapidement? Non, je pense qu'on a tous en garde hier contre les partageurs. Oui, les relayeurs. Vous avez vu, je pense qu'il y avait une vidéo qui montre le nombre de partages qui a été fait. C'était énormément de relayements jusqu'à ce qu'on puisse démentir que c'était une fausse information. Merci beaucoup à vous. On vous retrouve demain avec le même plaisir. Vous voulez déjà souffler ce dont on va parler aux téléspectateurs ou on garde le suspense? Bon, demain on va parler surtout des réseaux de communication qui sont victimes de fraude. D'accord, merci beaucoup. À présent, l'avant-dernière rubrique, le Bénin évolue. Beaucoup d'avancées se font enregistrer. Bénin en mouvement. C'est avec Ghislaine Adimi qui justement est en train de s'installer avec son invité. On va prendre congé de Yasmine Damata et de son invité. Dame Ghislaine Adimi, aujourd'hui habillée dans une belle robe couleur cajou. Bonjour Ghislaine. Bonjour Jennifer Sativi, bonjour Osias Sounouvou. Bonjour Marvin. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien. Bonjour chers amis téléspectateurs. Alors le Bénin est en mouvement. De quoi vous nous parlez aujourd'hui? Absolument, le Bénin est très en mouvement. Aujourd'hui, nous allons parler du e-service. D'abord, dites-moi Jennifer, vous avez votre CIP? Facilement sur Internet, rapidement. Mais vous êtes sûr que votre carte CIP est encore à jour?
Oui, votre carte d'identité est à jour. Je peux vous faire une petite confidence. Voilà. Je profite de l'offre de gratuité. Hier, j'ai pu avoir ma carte, on me l'a apportée. Donc, merci, soit dit en passant, à ce service-là. Et justement, c'est de cette révolution spectaculaire du service public que nous voulons parler aujourd'hui. Et nous avons avec nous M. Herbert Assogba. C'est bien cela. Bonjour, M. Herbert Assogba, et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pas facile de venir ici sur le plateau de Bénin TV, très matinalement comme ça. Et vous avez été vraiment ponctuel. Merci beaucoup. Merci. Nous aimons beaucoup ça. Très occupé, mais disponible chaque fois qu'on l'appelle. Oui, exactement. Je l'ai constaté. Et pour la petite histoire, moi, je ne connaissais pas le personnage, mais on s'est écrit. Et quand il est venu, il était assis là, on s'écrivait, il ne savait pas que c'était lui. Oh là là. C'était et très serviable aussi, hein. C'est pas pour ça qu'il faut l'accueillir. Hein. Alors, on en profite puisqu'il est là, il va tout nous dire. C'est clair. Monsieur Herbert Assogba, je le souligne au passage, il est le responsable des politiques, des partenariats et de la communication multicanale à l'ANIP, si je ne m'abuse, hein, si je me trompe, je dirais bien. L'ANIP, c'est l'Agence nationale pour l'identification des personnes. C'est bien ça, mais l'Agence nationale d'identification des personnes. Et c'est l'une des chevilles ouvrières, bien sûr, du e-service au Bénin. Et le e-service, M. Assogba, dites-nous en français facile, c'est quoi le e-service? Oui, merci beaucoup. D'entrée de jeu, je salue tous les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment. Et merci de m'avoir invité sur ce plateau pour parler de la grande révolution que le gouvernement du Bénin a opérée depuis 2016, qui est la révolution du numérique. Je dois dire qu'avant 2016, le Bénin était qualifié de pays à usage numérique embryonnaire. Mais aujourd'hui, nous constituons un véritable modèle, en ce sens que la plupart des services de l'administration publique peuvent être facilement obtenus en ligne. Donc, pour revenir à la définition d'un e-service, un e-service est un service électronique qu'on peut obtenir facilement en ligne via une connectivité Internet. Et au Bénin, beaucoup de services qu'on peut normalement obtenir en physique sont disponibles aujourd'hui via un téléphone connecté. Et on parle de plus de 250 services apparemment. Oui, le chiffre il est exact et je pense que d'ici la fin de l'année, nous allons atteindre certainement 300. C'est énorme. Et vraiment énorme. Hein. On dit rapprocher l'administration de l'administré, c'est l'objectif de cette initiative du gouvernement. Nous, en notre sein, on a essayé de concocter un bref résumé de tout ce qui se fait au niveau de ce service avec la complicité de la régie. Nous allons suivre rapidement cet élément et on reviendra discuter autour. Le numérique n'est plus un luxe au Bénin, mais un levier de transformation. En quelques années, le pays s'est engagé dans une véritable révolution digitale. Objectif, rapprocher l'administration du citoyen en un clic. Fini les longues files d'attente dans les administrations. Aujourd'hui, il est possible de demander un casier judiciaire, renouveler une carte d'identité ou même immatriculer un véhicule entièrement en ligne. Cœur de cette révolution, la plateforme service-public.bj. Mise en œuvre par le gouvernement, elle centralise plus de 250 démarches administratives accessibles 24 heures sur 24. Le but est de rendre l'administration plus efficace, plus transparente et plus accessible à tous les Béninois, où qu'ils soient. Ainsi, la transformation ne s'arrête pas qu'aux grandes villes. Des campagnes de sensibilisation et de formation sont menées jusqu'en milieu rural pour ne laisser personne en rade. À l'heure du digital, le service public béninois se réinvente. Plus proche, plus simple et désormais à portée de main. Ben, on le disait tantôt, plus de 250 services en ligne accessibles 24 heures sur 24 heures. Moi, je me pose tout juste la question de savoir comment est-ce que vous prouvez la fiabilité juridique de ces pièces, de ces actes administratifs que nous obtenons via le clic.
Oui, merci, c'est une excellente question. Je dois dire que la révolution qui s'opère dans le numérique au Bénin a un fondement juridique important, notamment le Code du numérique, qui protège les données à caractère personnel en mettant en place également un cadre institutionnel qui est l'agence nationale, l'APDP, l'autorité de protection des données, qui assume au quotidien son travail. Vous avez remarqué qu'il y a plusieurs structures aussi qui sont créées, la CNIL, qui lutte contre la cybercriminalité et autres, avec la CRIET également, qui accompagne sur le plan judiciaire et toutes les personnes interpellées dans le cadre de diverses fraudes liées à l'identité ou à la cybercriminalité. Et donc, tous ces éléments mis ensemble permettent quand même de maintenir le cadre de gouvernance des services publics en ligne. Mais la fiabilité des documents, notamment en ce qui concerne l'ANIP, se vérifie par des applications que nous mettons également en ligne, parce que si vous optez pour dématérialiser l'acte de naissance, le délivrer en ligne, vous devez mettre des éléments de sécurité qu'il faut pour que lorsque quelqu'un crée un acte qui est faux, que l'administration publique qui doit pouvoir l'utiliser peut le vérifier. Et dans ce cadre, sur nos différentes plateformes, que ce soit l'application mobile ANIBJ ou la plateforme web e-service.anip.bj, vous pouvez authentifier le document et tout document d'ailleurs que l'ANIP délivre. Vous parlez justement de l'acte de naissance et je m'avais déjà posé la question, une autre question. Aujourd'hui, on ne doit plus, je dis doit parce qu'on n'a plus besoin plutôt d'aller faire légaliser l'acte de naissance. Pourquoi? Oui, on n'en a pas besoin parce que légaliser un acte, c'est pouvoir justifier que l'acte est authentique. Or, vous avez plusieurs moyens numériques aujourd'hui de vous assurer du titulaire et de cet acte et de vérifier effectivement si l'acte a été délivré par l'autorité qui est censée le faire. Et tout ça se fait en ligne. C'est fabuleux. Hein? Fabuleux, évidemment. Merci. Franchement, je disais merci parce qu'on n'a plus besoin de faire ces longs files, ces longs rangs, aller d'un service à un autre, payer des sommes parfois. Donc, Ghislaine, merci pour ce sujet. Je pense que ça va aider plus de fois. Exactement. Et Marvin, qui est là et qui nous parle de l'éducation aux médias, justement, et on a parlé de comment on peut créer des fausses informations et autres. Alors, est-ce qu'avec la dématérialisation de ces actes qui sont purement personnels et individuels, il n'y a pas crainte que quelqu'un d'autre puisse aller falsifier mes documents et en user? Ah ouais. Et même dans tous les pays du monde, il y a toujours des faussaires. Chaque fois, quand vous mettez quelque chose sur le marché, les gens cherchent toujours à contourner et ils sont assez intelligents pour. Mais le problème, c'est de pouvoir mettre en place les mesures qu'il faut anticiper et sur ces menaces-là, avec des outils de contrôle nécessaires. Mais chez nous, aujourd'hui, nous veillons à ce que personne ne puisse récupérer votre acte, parce que pour récupérer votre acte, il y a deux moyens en ligne. Le premier, c'est soit vous présenter un guichet physique, d'abord de l'ANIP, mais vous devez vous faire authentifier. On veut s'assurer que celui qui est venu demander l'acte, il est réellement le propriétaire. Mais en ligne, vous devez d'abord saisir votre numéro personnel d'identification, mais vous recevrez un OTP, tout à fait. Et donc un code. Mais avant de recevoir ce code, nous vérifions si ce numéro de téléphone correspond réellement à l'identité de celui qui fait la demande. Via les réseaux GSM, automatiquement, le système est automatisé. Les personnels sont aujourd'hui liés au numéro de téléphone. Et donc, quand vous recevez cet OTP, vous le soumettez et on vous permet d'avoir accès maintenant à votre espace. Et dans votre espace, vous avez la possibilité de consulter vos données, vous avez la possibilité d'obtenir n'importe quel acte pour demander une carte d'identité en ligne, choisir le lieu de retrait. Et au jour du retrait, vous allez, je dis aujourd'hui, que retirer une carte, c'est en 112 heures, vous l'avez. Qu'est-ce qui nous garantit qu'il n'y a pas de faille dans votre système? Qu'est-ce qui nous garantit la robustesse? Il y a des pare-feux imparables? Oui, en tout cas, à date, je peux vous dire que notre système est totalement sécurisé. Je dis à date, on ne sait jamais ce qui peut venir demain. Mais le Bénin a quand même tout ce qu'il faut, parce que nous avons l'Agence des systèmes d'information et du numérique, l'ASIN, qui veille à la sécurité de tout ce qui est système d'information au Bénin, et ils font très bien leur rôle. Chaque fois, ils sont là pour faire l'audit de la criticité du système et apporter toutes les mesures correctives qu'il faut.
Vous êtes vraiment à pied d'œuvre, hein, mais vous avez sûrement de gros défis qui restent à relever. Oui, le défi aujourd'hui, c'est permettre aux citoyens lambda qui n'a aucune connectivité de pouvoir avoir accès aux documents de l'administration. Je ne dirais pas forcément aux documents de l'ANIP, mais aux documents de l'administration. Aujourd'hui, nous réussissons à utiliser le code USSD qui n'a pas besoin de connectivité Internet, le code USSD qui n'a pas besoin d'avoir un forfait pour pouvoir, dans le cas des élections, aujourd'hui, vous l'avez constaté, vous pouvez consulter votre centre de vote avec un téléphone en faisant le 351 dièse, l'option 4, le NPI. Vous avez le centre de vote. Vous pouvez également faire un transfert en utilisant le même moyen. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous n'avez pas besoin de connectivité Internet. Mais, habituellement, la plupart des e-services s'obtiennent avec une connectivité Internet. Mais le gros défi, c'est pouvoir mettre l'ensemble des services sur un flux USSD à la disposition de tous. Sans forcément avoir besoin d'avoir une connexion ou un forfait. Voilà. Et on va y arriver. On va forcément y arriver. Le monde évolue tous les jours. Le Bénin en mouvement. Tout en mouvement. Mais moi, je suis curieuse de savoir, hein, nous avons cette grosse nouvelle là, en ce qui concerne les actes de naissance qui a été revu. Qu'est-ce qui vous a un peu poussé à modifier, à faciliter les choses pour ceux qui sont dans le besoin au niveau de l'ANIP? Oui, merci pour votre intervention. Vous savez, si l'ANIP est au niveau où elle est aujourd'hui, c'est grâce aux citoyens béninois. Le citoyen béninois est très exigeant. S'il y a un problème, vous avez la lettre. On n'est pas, ainsi de suite. Il y en a un peu partout. Mais je dois vous dire que nous célébrons cette semaine la Journée internationale de l'identité, qui en fait partie des objectifs des ODD. C'est le point 1609. Et dans ce cadre, nous avons décidé de rendre la délivrance de l'acte de naissance et du certificat d'identification personnelle gratuite en ligne jusqu'au 19 septembre 2025, donc le vendredi prochain, parce que les citoyens béninois en ont droit. Et c'est la rentrée des classes aussi, permettre aux parents de pouvoir bénéficier de l'acte de naissance de leurs enfants et pouvoir les inscrire. Tout à l'heure, j'ai vu le docteur Bello sur ce plateau et nous travaillons ensemble pour que déjà en 2026-2027, qu'on ne puisse même pas demander aux enfants de prouver leur identité par un acte de naissance. On va juste renseigner le numéro personnel d'identification et l'ANIP va se charger d'envoyer l'acte à l'administration qui requiert l'acte de naissance de l'intéressé. Voilà les différents points sur lesquels nous travaillons. Là, quelque chose que je n'ai pas vérifié. Est-ce qu'on peut faire les déclarations de naissance aujourd'hui en ligne? La charge de la déclaration de naissance ne revient pas aux parents. La charge de la déclaration d'une naissance revient à l'agent de santé qui a assuré l'accouchement. Oui, l'agent de santé fait la déclaration de la naissance en utilisant un flux SST. Pas besoin de connectivité Internet, pas besoin de forfait Internet. Nous l'avons mis à disposition, mais il suffit que le numéro soit autorisé. Et nous avons autorisé les numéros des centres de santé agréés par le ministère de la Santé à cet effet, faire la déclaration d'une naissance. Et voilà qui va faciliter rapidement aujourd'hui l'établissement des actes de naissance aux enfants. Il y a des possibilités de rattrapage pour des parents qui ont accusé de gros retard pour faire la déclaration, en fait, pour l'établissement des actes de naissance. Oui, en ce sens, le Bénin est très avancé. Le Bénin permet, normalement, la loi a prévu qu'une naissance soit déclarée dans un délai de 30 jours. Mais au-delà de 30 jours, il y a une disposition dérogatoire qui est prévue. C'est d'amener l'enfant à faire le RAVIP et son acte de naissance s'obtient facilement. Les enfants de 0 à 13 ans qui ne sont pas déclarés à l'état civil peuvent obtenir facilement leur acte de naissance en passant par le RAVIP. Merci de toujours mettre le Bénin en mouvement. Merci de toujours mettre le Bénin en mouvement et c'est l'occasion pour vous de passer peut-être un message. Nous sommes dans la semaine de l'identification des personnes. Vous avez sûrement un message à passer. Oui, le message que je veux partager avec l'ensemble de la population ici. Vous avez, en tant que citoyen, en tant que personne physique, pour vous faciliter la vie dans le contexte moderne du Bénin d'aujourd'hui, vous avez une simple chose à faire. Faire votre RAVIP, donc avoir l'assurance que vous êtes au registre national des personnes physiques, disposer de votre numéro personnel d'identification et avoir votre numéro rattaché à ce numéro personnel d'identification dans le système de l'ANIP. Et avec ça, ça vous facilite la vie. Partout. Voilà.
Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, le message est passé et vous avez pris bonne note. Je suppose les élections qui arrivent, vous en aurez besoin. Forcément, forcément. Merci beaucoup, Ghislaine. On vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir. On va raccompagner votre invité qui est certainement occupé, qui nous a vraiment fait très plaisir sur ce plateau. Et en le raccompagnant, nous allons installer Marcella Rossi dans la revue de presse. Merci beaucoup, monsieur Assoba. Merci beaucoup et à très vite. Merci. Marcella Rossi, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour Marcel. Alors, on y va pour la revue de presse Union sacrée pour 2026. La mouvance bétonne ses alliances. La scène politique béninoise vient de vivre un moment fort, mais très fort, hier, mardi 16 septembre, au Bénin Royal Hotel. L'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain et la Foscorie pour un Bénin émergent ont paraphé une série d'accords à l'allure de pactes stratégiques. Le meilleur comme Bénin intelligent titre, la mouvance engage toutes les options de la victoire et souligne que les trois formations politiques se sont entendues sur un accord de gouvernance et un accord de coalition parlementaire en vue des élections générales de 2026. L'objectif est clair, faire front commun pour peser dans la prochaine législature. L'événement précis parle carrément d'un événement politique historique. Le journal retient surtout le symbole d'une opposition, la FCBE acceptant de cheminer avec la mouvance, le tout sous l'œil vigilant des figures Diogbenou et Biotiané. La FCBE obtient en échange la garantie d'un parrainage, condition sine qua non pour présenter un duo présidentiel en 2026. Mais attention, nuance, la cellule de communication des Coris, il ne s'agit pas d'une fusion, l'autonomie est préservée, l'identité d'opposition reste bien affichée. En d'autres termes, la FCBE marche avec la mouvance sans se fondre en elle. Quant à Bénin intelligent, il choisit de mettre en lumière la formalisation du vieux couple UPR-BR. Le quotidien rapporte une formule savoureuse de Joseph Diogbenou. Il était temps que nous quittions le concubinage et que nous nous marions. L'image fait mouche, l'alliance est désormais officielle, consolidée et bien assumée. Biotiané, lui, insiste sur la continuité et la fidélité aux réformes engagées depuis 2016. Et le journal d'ajouter que cette dynamique ouvre la voie à de futurs accords élargis, une cohésion renforcée pour affronter sereinement 2026. En clair, la presse s'accorde, la politique béninoise entre dans une nouvelle ère de coalition hybride où majorité et opposition n'hésitent plus à brouiller les lignes. Une manœuvre tactique, mais surtout un signal. Les élections de 2026 se joueront sous le signe de la stratégie, pas seulement de l'idéologie. Handball béninois à présent, Sidikou Karimou sur un boulevard sans encombre. À quelques jours des élections à la Fédération béninoise de handball, la presse parle d'un plébiscite pour Sidikou Karimou. Le champion salue un président sur un boulevard porté par un bilan marqué par la relance des championnats, des réformes de gouvernance et une médaille historique des cadets. Fraternité, lui, va insister sur une unanimité, voilà, une unanimité rare dans le sport béninois et sur la volonté de poursuivre la dynamique. En clair, le handball béninois choisit la continuité avec un dirigeant reconduit, sans rival et des ambitions affichées pour briller encore et davantage à l'international. On ne change pas une équipe qui gagne. Certainement pas. Voilà, de notre handballeuse sur ce plateau. Ben oui, alors, vous avez quelque chose à dire? Vous avez suivi un peu? Je dis, mais ça va tout droit, hein, n'est-ce pas? La balle au pied va tout droit dans le filet. Là. Merci beaucoup, Ghislaine. Merci, Marcel. Merci, Osias Sounouvou. Et merci à Marvin qui est resté jusqu'à la fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir.